Aujourd'hui, on a des technologies incroyables. Et à côté de ça, on a un fauteuil roulant, le truc le plus basique du monde qui existe depuis 200 ans. Et on n'a pas innové dans ce champ-là. Atalante, c'est un exosquelette qui permet de refaire tous les mouvements que peut faire un être humain avec ses jambes. La machine elle va leur permettre de les remettre debout tout de suite, très tôt. Il n'y a pas de béquille, il n'y a rien à apprendre. Même quelqu'un qui est cognitivement très atteint, qui est pas bien du tout, on est capable de le mettre debout et le refaire marcher. C'est bête, mais il suffit de 3 marches pour bloquer la personne. On répond à tous les problèmes. On est capable de monter ces 3 marches, on est capable d'aller partout où une personne valide peut aller, sans adapter l'environnement. Nous, on a pris le problème à l'envers, on va faire la machine qui va permettre d'aller dans tout cet environnement qui n'est pas adapté pour l'utilisateur. Quand on fait marcher des gens, quand on refait marcher des gens, le ressenti, moi, à chaque fois, je l'ai vu des centaines de fois et ça me fait toujours le même effet. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Nicolas. Bonjour Frédéric. Je suis content qu'on se rencontre. Moi aussi. Alors on va remercier Antoine Hubert d'Insect, épisode 58, qui nous a mis en relation. C'est un copain depuis plusieurs années. Et il est cool en plus. Ouais. On a passé un bon impressionnant. moment. Ah, il est impressionnant, ouais. Tu es le cofondateur de Wondercraft, une start-up qui fabrique un exosquelette pour aider les personnes en fauteuil roulant à se déplacer. Votre but, et je crois que c'est un peu ta tagline, votre but est de rendre à toutes ces personnes extraordinaires des vies ordinaires. Parfaitement dit. Et c'est vraiment ça en fait. On va largement y revenir, on va décrire ton parcours, comprendre comment vous avez eu l'idée, comment vous avez réalisé ce projet d'étudiant, et ensemble, évidemment, on va tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Avant tout, Nicolas, on va parler de toi et je voudrais que tu me dises un peu qui tu es. Donc bonjour à tous, Nicolas Simon. Donc voilà, j'ai 33 ans et j'ai commencé Wondercraft tout de suite après mes études, donc où j'étais à l'école polytechnique et avant ça j'étais en prépa. J'ai grandi à la campagne, près de Chartres, vraiment dans un petit village de 100 habitants. Et puis pour le lycée, on s'est rapproché des grandes villes, on allait à Versailles, donc j'étais au lycée Hoche et voilà. Petit, ordinateur, un peu tout ça, Internet. J'étais très geek. Ouais. À 16 ans, j'ai fait une pétition pour que la ville du Chesnay soit reliée à la fibre optique, qui avait eu un certain succès. On peut encore retrouver les coupures de presse à l'époque. Et voilà, me souvenir de ça, ça me rappelle que j'étais déjà avec une envie de changer les choses et de me dire que voilà, on pouvait se mobiliser pour changer les choses, et on a eu la fibre, mais 15 ans après, quasiment. Donc la pétition, elle est restée... Elle est toujours en ligne, je pense. Ouais. On peut la trouver. Polytechnique, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Tu voulais faire quoi, initialement ? Alors moi, j'ai toujours eu 2 passions, la physique et les sciences du vivant. Je pense que j'ai toujours eu cette appétence pour les sciences, pour le progrès, pour la technologie. C'était 2 champs qui m'interpellent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de complexité et j'ai grand plaisir à maintenant être même si c'est pas ma formation, parce que j'ai eu une formation à l'école polytechnique qui était très technique, donc électronique, informatique, intelligence artificielle. La bio, j'ai toujours adoré ça et j'ai grand plaisir à aujourd'hui travailler dans le secteur de la bio et avoir beaucoup de copains entrepreneurs qui sont dans la bio et qui font des trucs très très compliqués en bio, comme Antoine, mais il y en a d'autres. Xavier Duportet, par exemple, de Illigo Bioscience,
DNA Script qui font des choses extraordinaires. C'est des gens que je vois régulièrement et je suis leur aventure avec grand plaisir parce que c'est un domaine qui me passionne. Et donc moi je suis un peu à l'intermédiaire des deux, donc à la fois c'est très technique, c'est de la mécanique, il y a des engrenages, et à la fois on a un rapport avec l'être humain, la maladie, les fonctions du corps humain, et puis la marche qui est une des grandes questions de l'être humain, comment ça fonctionne. Voilà, c'est un champ dans lequel je suis avec plaisir. Ah, c'est toute une partie qu'on va aborder parce qu'effectivement, ce qu'on fait à l'âge d'un an et demi, un an et demi, on le fait, mais quand tu réfléchis bien, on ne sait pas comment ça marche. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas comment ça marche et tu vas un peu nous l'expliquer parce que je pense que de toute façon, c'est les prémices de ton travail. La robotique, c'est quelque chose que tu as découvert à Polytechnique ou tu étais... Tout à fait, ouais. J'ai rejoint l'association de robotique à l'école Polytechnique. On était quelques étudiants notre année-là et j'ai passé de nombreuses heures. En fait, je passais mes nuits littéralement de 10h à 4h du matin dans le local de l'association de robotique, qui s'appelait le Binet Robotique, pour participer à la Coupe de France de robotique. Et notre année, on a eu le plaisir de finir dans les 8 premiers, donc ce qui était jamais arrivé pour l'association de l'X depuis des années, grâce à la promotion d'au-dessus qui avait travaillé déjà l'année d'avant pour essuyer les plâtres et qui, notre année, a réussi à être 4e. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Moi, la robotique, ce qui me passionne, j'ai toujours été très geek et très dans l'informatique et tout ça. Mais Lego et tout avec la robotique, parce que il y a quand même pas mal de sources Lego. En fait, on utilise beaucoup le Lego. C'est facile, hein. Pas du tout. Moi, j'ai pas fait de robotique du tout avant d'arriver à l'école. D'accord. Et j'étais plutôt dans tout ce qui était l'informatique. Et ce que j'adore dans la robotique, c'est que je trouve que l'informatique, les applis, le web, etc., il y a toujours une limite physique qui est que ça restera dans un écran et on ne pourra jamais avoir un impact concret sur le monde physique avec des algorithmes et de l'informatique. Et quand on veut avoir une action physique sur le monde, ça devient de la robotique. Et je trouve ça très puissant de me dire que voilà, on ne peut pas refaire marcher quelqu'un avec un site web. Il faut aller dans le monde physique et donc c'est ça qui me passionne dans la robotique, c'est de me dire que d'avoir une action concrète sur le monde physique. Après, c'est beaucoup plus dur parce que dans le monde physique, il y a toutes les contraintes. Donc, il faut fabriquer. Quand nous, on fait un robot, quand on le développe, on va mettre 3 mois à recevoir une pièce. On va mettre du temps à la designer. Tout est compliqué parce que la science des matériaux, c'est compliqué. La science physique, c'est compliqué. Mais c'est aussi un champ qui est hyper... qui récompense énormément parce qu'on a une action... quand on fait marcher des gens, quand on refait marcher des gens, l'impact, elle est juste... le ressenti, moi, à chaque fois, je l'ai vu des centaines de fois et ça me fait toujours le même effet. C'est une double mission. Enfin, d'abord, c'est une entreprise finalement presque à mission. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tech for Good, c'est ça ? Effectivement, première satisfaction, c'est sortir le produit. Deuxième satisfaction, c'est de voir le sourire. C'est ça qui est quand même incroyable. Une envie d'entreprise, déjà petit ? Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle a eu un cancer du cerveau et je me suis toujours dit que quand je grandirais, je ferais chercheur en neurosciences pour trouver un traitement à cette maladie. Donc j'ai toujours été dans une vision idéale où je pourrais avoir un impact sur la vie des gens. Et à l'X, j'adorais la robotique et j'ai hésité à faire une boîte de robots et mon idée, ils l'ont sorti depuis. Donc c'était un petit robot qui avait un projecteur intégré et qui faisait un peu l'ambiance. On pouvait faire l'ambiance en soirée. Voilà, un robot boîte de nuit, on va dire, pour avoir sa boîte de nuit locale. Donc ils ont fini par le faire. C'était une de mes idées. Et puis l'autre idée, c'était Wondercraft. Donc, voilà, donc l'idée du projet née en 2011, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Pendant tes études, tu étais président du club de robotique à X. Comment tu passes de cette passion, donc j'ai compris que ça t'intéressait, comment tu passes à un moment... à se dire on va créer quelque chose, sachant que déjà à mon avis à l'époque il y avait quand même déjà des solutions pas aussi abouties, on va le voir. Alors moi j'ai une histoire personnelle particulière. Donc ma grand-mère avait une maladie neurodégénérative qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth et elle a eu 10 enfants et elle l'a transmis à 7 de ces 10 enfants dont mon père, et qui l'a transmis à 2 de ses 3 enfants, donc mon frère et ma sœur. Donc je suis d'une famille où il y a
beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons. Les filles sont aussi touchées. Ils peuvent transmettre la maladie, mais ça s'exprime moins chez eux. C'est la maladie de Stephen Hawking? C'est une variante. La maladie de Stephen Hawking est plus grave, plus agressif. Charcot-Marie-Tooth, c'est un peu moins agressif. Pour les garçons, ça commence à la puberté et puis ça se dégrade, il y a une dégénérescence au fur et à mesure de l'âge. Et en gros, les personnes se retrouvent en fauteuil roulant entre 30 et 50 ans. D'accord. Voilà. Et donc moi, je vis avec ça depuis que je suis tout petit. Et en fait, j'ai voulu allier ma passion de la robotique avec trouver une solution pour donc mes proches, pour leur offrir un outil technologique qui leur permette de continuer à marcher quand ils ne pourraient plus marcher de manière autonome. Et vraiment, mon point de départ, c'était de dire qu'aujourd'hui, on a des technologies incroyables. Et à côté de ça, on a un fauteuil roulant qui est le truc le plus basique du monde qui existe depuis 200 ans. Et on n'a pas innové dans ce champ-là. Et après, en fait, nos concurrents, donc effectivement, on avait des concurrents à l'époque. Quand je me suis lancé en 2011, il y avait les premiers exosquelettes à béquilles, dont le pionnier qui s'appelle Rewalk, qui est notre concurrent israélien, qui a été fondé par un ingénieur tétraplégique, qui malheureusement ne peut pas utiliser son propre exosquelette, puisqu'il est aussi atteint des bras, et donc dans un exosquelette à béquilles, on a besoin des bras. Et c'est aussi le cas de ma famille, puisque en fait, la maladie, elle touche à la fois les bras et les jambes. Et donc de toute façon, pour eux, il était hors de question de pouvoir utiliser des béquilles. Parce que nos exosquelettes concurrents, donc ils vont avoir 4 degrés de liberté aux hanches et aux genoux. Et ils vont obliger, pour s'équilibrer, à utiliser des béquilles et donc utiliser massivement la force des bras et du haut du corps. Ce qui impose d'être fort des bras. Et aussi ce qui impose beaucoup de fatigue, parce que c'est un peu l'équivalent de quand nous, on a une attelle et qu'on doit marcher avec des béquilles. C'est très très fatigant de marcher avec des béquilles. Alors, on va déjà rappeler un peu ce que c'est, parce qu'on va l'utiliser de toute façon. Paraplégique, c'est les membres inférieurs qui ne fonctionnent plus. Et tétraplégique, c'est les 4 membres, c'est ça? C'est ça. Donc, ça dépend de la... Quand c'est dû à une lésion médulaire, ça dépend de la hauteur de la lésion médulaire. Donc, typiquement, si la lésion elle est au niveau des abdominaux, tout ce qui est en dessous, on n'a plus de muscles et plus de sensations. Si la lésion elle est au niveau du cou, par exemple, tous les membres supérieurs sont touchés. Et donc, on n'a plus de sensations et plus de force dans les bras. Et après, il peut y avoir des lésions incomplètes, et donc des paraparésies, tétraparésies, qui font qu'on a encore un peu de sensation, encore un peu de force, mais pas suffisamment pour marcher de manière autonome ou porter des objets de manière autonome. Donc, tu es touché dans ta famille, tu as ce vœu. Toi, polytechnicien, tu te dis c'est possible. Alors, c'est vraiment le vœu, mais c'est de la science-fiction ou tu sais que ça va être possible? Moi, j'ai l'intime conviction. À l'époque, il faut se rappeler, en 2011, il y a les premières vidéos de Boston Dynamics. Ouais. Donc là, on voit, scientifiquement, c'est prouvé qu'on peut faire un robot qui marche. Et moi, je me suis dit, quelle est l'application d'un robot qui marche? Un robot qui marche, ça sert à rien. Boston Dynamics, 10 ans après, ils cherchent toujours une application. Ils font les plus belles démonstrations possibles. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais globalement, on n'a toujours pas trouvé l'application commerciale. Par contre, utiliser ces technologies-là au service de refaire marcher des personnes, ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Il y a des millions de personnes qui l'attendent. Et donc, mon point de vue, c'est qu'on peut le faire, parce que ça a été prouvé scientifiquement. Et en gros, c'est très, très complexe, évidemment, mais allons-y. Et la première chose que je fais, à l'époque, c'est de demander à 5 de mes copains de promo de venir avec moi. Je suis en 2011, je suis à l'Imperial College en dernière année d'études. Je vais pas trop en cours parce que... à Londres, hein? Ouais, à Londres. Parce que... en bon... je profite bien de la vie londonienne, et puis les cours me passionnaient pas énormément, donc je fais une stratégie où je révise les examens 2 semaines avant, et puis je vais pas en cours le reste du temps. Donc j'ai beaucoup de temps. Et c'est là où je commence à réfléchir ce que je veux faire. Et donc avec des copains, dont certains qui sont sur place à Londres, avec moi, on va dans des pubs et on commence à réfléchir au projet. J'avais un autre copain qui était à New York, avec qui je travaillais à distance, et un autre copain qui était à Delft, avec qui aussi je travaille par Skype, pour commencer à faire les premiers dessins d'exosquelettes, les premières lignes d'équation pour dimensionner le dispositif, pour voir à quoi ça pourrait ressembler, quel degré de liberté il faut, quel moteur, combien de moteurs, et voilà. Et c'est comme ça qu'on se lance. Qu'on remette un peu les choses, Boston Dynamics, c'est
entre autres, la vidéo une des plus célèbres, c'est le robot qui fait un saut périlleux, arrière ou avant, je sais plus. C'est à peu près quelle année ça? Ah bah ça c'est récent, c'est 2018 je pense. Voilà, c'est pas si vieux. Ouais. Donc 2011, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste marcher. 2011, on a le robot à 4 pattes qui était le robot pour les militaires qui se balade, qui était assez gros. Non, c'était un très très gros, ça s'appelait la mule. Le but c'était de porter des charges, des sacs à dos de militaires de 40 kilos. On en met 4 ou 5 sur la mule et la mule suit les soldats. Et la mule, elle est capable d'aller dans les champs et puis si elle tombe, elle se retourne, elle se remet sur ses pieds et elle suit les militaires. Voilà. Et par contre, c'est motorisé par un moteur de tondeuse à gazon qui compresse l'huile pour envoyer l'huile dans les jambes. Donc ça fait beaucoup de bruit. Ça n'aura pas de succès auprès de l'armée américaine parce que ça fait trop de bruit. Et donc pour la discrétion, on repassera. Et puis la chaleur, c'est pareil, ça fait beaucoup de chaleur. Donc pour l'infrarouge aussi. Mais c'est très convaincant. Et aussi, il y a la vidéo très convaincante du premier robot bipède qui marche dans la neige. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où il marche dans la neige et puis il perd un peu son équilibre et il se rattrape très très vite. Et on a vu le premier robot où on s'est dit ça c'est un vrai robot qui marche pas de manière robotique mais qui marche comme un être humain. On a vraiment l'impression de voir un être humain marcher. Donc c'est exceptionnel et on va utiliser ça pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc les technos, moi je ne connais pas grand chose mais on parle d'oreille interne, d'équilibre, on va parler de tout ça. Je ne sais pas vous si c'est des gyroscopes, si c'est un moment pour que le robot aille dans la neige et se remette droit, c'est quelque part un capteur qui va C'est ça, il y a plein de capteurs. Ouais. Alors nous, on n'est pas du Donc tout... Donc ça existait déjà en 2011, ça? Ah, bien sûr, les capteurs. Nous, on a bénéficié de tout... Oui, c'est le deuxième axe et c'est ce que je pitchais à l'époque en 2011 ou 2012 où j'avais juste des slides à montrer. C'est qu'en fait... Tous les capteurs, par exemple, qu'on a dans les téléphones, qui sont des centrales inertielles, qui fait que si on tourne son téléphone, l'écran tourne. Ça s'appelle des MEMS, des centrales inertielles. C'est des centrales inertielles qui coûtent littéralement des centimes et qui n'étaient pas disponibles il y a 20 ans, et qui permettent d'avoir des capteurs qui étaient disponibles que pour les avions de chasse et qui valaient des fortunes il y a 20 ans à un prix défiant toute concurrence. Et on peut truffer notre robot de ces centrales inertielles. On a aussi des capteurs de force pour mesurer les appuis des pieds avec le sol. On a des capteurs de courant, des capteurs de position. On a beaucoup de capteurs dans le robot. Et tout l'art, c'est de lire ces signaux et de réagir comme le fait l'être humain avec son oreille interne et toutes ces sensations d'appui dans les pieds, etc. pour avoir les bonnes réactions et maintenir l'équilibre. Sur la roadmap de départ, tu as énormément de soft, j'imagine, et du hard. Comment vous commencez? Comment tu dessines? D'abord, la première chose que tu fais, si tu t'en souviens, j'imagine que oui, tu fais un dessin du robot. Comment ça marche? Donne-moi on s'est réparti les tâches avec mes deux autres associés. Donc on était 5-6 au début, puis quand on s'est vraiment lancé, on va dire en octobre 2012, c'était en gros la fin de nos études, donc là vraiment lancement dans la vie active. Donc on a été 3 à vraiment se lancer dans l'aventure. Et chacun avait sa spécialité. Donc j'avais un copain, donc Alexandre Boulanger, qui était cofondateur avec moi, qui s'est occupé de la mécanique. Moi, je m'occupais de tout ce qui était électronique et l'informatique. Et j'avais un troisième, larron, donc Vincent Blaclar, à l'époque, qui s'occupait de tout ce qui était les algorithmes. Et donc chacun travaillait un peu de son côté pour moi commencer à designer la première architecture et les premiers simulateurs pour simuler, commencer à simuler dans un environnement. Donc rien n'existe, tu es obligé de créer des simulateurs pour simuler. Alors à l'époque, on n'a peut-être pas bien regardé, il y avait peut-être des trucs qui existaient, mais bon, on s'est lancé à recoder un simulateur. Aujourd'hui, ça existe, non? Aujourd'hui, on a des outils qui sont open source disponibles. On réinvente pas la Lune, on essaie d'utiliser au maximum des outils existants. Mais à l'époque, on avait recodé un simulateur. Mon associé qui faisait la mécanique avait fait une première mécanique. Moi, j'avais dimensionné le premier moteur, calculé des couples nécessaires, la vitesse des actionnaires nécessaires. On avait fait une première version et on l'avait commencé à la simuler en simulation. Voilà. Et c'est ce qu'on avait. On mettait tout ça dans un PowerPoint et on allait faire tous les concours possibles et imaginables pour essayer d'être connu, d'avoir des prix, d'avoir de l'argent. Voilà. Et donc? Et notre premier prix, c'était l'incubateur de Central Paris. On a le prix de coup de cœur du jury. C'est toujours, au début, on était très très contents parce qu'à chaque fois qu'on présentait le projet, on n'avait vraiment rien. On était juste 2-3 personnes très jeunes, très enthousiastes.
avec beaucoup d'espoir. Et on avait le prix du jury. Et par exemple, ça, on a gagné l'incubation gratuite pendant 2 ans à Centrale. C'est ça qui nous a lancé. On a eu le prix Jean-Louis Gérondeau qui était remis par Olivier Zerwati, qui était président de Zodiac Aerospace. Et à l'époque, le fait d'avoir ce président donc d'une très grosse entreprise de l'aéronautique qui nous dit que ça paraît pas si aberrant que ça et peut-être qu'on y arrivera. Il a quand même dit, je pense que vous y arriverez pas, mais on va payer pour voir. On avait eu 30 000 euros à l'époque, c'était nos premiers sous et c'est vraiment ça qui nous a convaincus de se dire, bah ouais, allez, on y croit là. Il y a quand même le président d'une boîte de 10 000 ingénieurs qui vient de dire que peut-être que ça va marcher. Donc allons-y, essayons, on n'a rien à perdre. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé vraiment dans l'aventure, donc avec une place à l'incubateur central, un petit peu de sous pour faire le premier prototype. Et puis on a aussi le concours à l'époque du ministère de la Recherche qu'on avait eu. Vous avez été aidé par les mines aussi, je crois, par Paritech, non? Alors très très vite, on a eu l'aide de Jean-Louis Constanza, qui est maintenant de nos associés, qui lui aussi a une histoire personnelle avec le handicap. Donc il a un fils qui a une maladie qui est très proche de la maladie de ma famille. Qui lui avait été rencontrer tous les fabricants d'exosquelettes de la planète à l'époque. Donc Rewalk, Cyberdyne, Exo aux États-Unis. Il était allé voir tous les patrons de ces boîtes pour trouver une solution pour son fils. Et il a lu un article sur nous dans le journal du net à l'époque. Il m'a invité dans ses bureaux à Orange Valley. Voilà, donc j'étais très impressionné à 23 ans d'aller dans le bureau d'un président de business unit d'Orange. Il m'a reçu dans son bureau et on a discuté pendant 2 heures et il a été convaincu par ma vision, mon ambition. Et il avait vu les limites des concurrents et il y avait les mêmes problématiques pour son fils puisqu'il était atteint des bras aussi, donc on ne pouvait pas utiliser de béquilles. Et il nous a aidé tout ce qu'il pouvait à partir de ce moment-là. Dans cette croisade pour arriver à sortir le prototype, tu te souviens quels étaient vraiment les problèmes qui ont mis vraiment du temps à résoudre? C'était plus hard, c'était plus soft, c'était la matière, vous l'aviez, je pense que c'était quoi, de l'acier, du carbone, déjà ouais. On était vraiment quand on y repense, quand on travaillait, on était 3, on était vraiment au tout début. Moi je me souviens de travailler sur un actionneur, on avait imprimé en 3D les pièces et puis je démarre l'actionneur, première fois que je mets le courant, ça part en pleine balle et tout explose. C'est quoi l'actionneur? C'est un moteur, quoi. Oui. Un moteur, un vérin linéaire. Je le démarre, il fait toute sa course et il explose tout le mécanisme. Et voilà. Et on était... quand on regarde 10 ans en arrière, il y avait tellement de choses à faire pour arriver là où on en est aujourd'hui qu'on était vraiment au tout début. Et on a commencé vraiment à y arriver quand on était plus 15, 30, etc. Mais toute la difficulté, ça a été à chaque étape montrer qu'on avait suffisamment avancé pour qu'on veuille bien nous confier plus de moyens pour continuer dans cette aventure qui est très longue, puisqu'en gros, on a mis... le produit a été marqué CE en mars 2019, et donc on a commencé en 2011, donc on a mis 8 ans à mettre un produit sur le marché. On va expliquer exactement ce que fait votre produit, parce qu'au moins, on tourne autour, là. C'est quoi le produit? Donc, tu peux m'expliquer? Alors, Atalante, c'est un exosquelette aujourd'hui qui est vendu dans les centres de rééducation. Donc, c'est un exosquelette avec 12 degrés de liberté, donc 12 moteurs, donc 2 dans les chevilles, 1 dans le genou, 3 dans les hanches, fois les 2 jambes, qui permet de refaire tous les mouvements que peut faire un être humain avec ses jambes. Donc, se lever, marcher, tourner sur place, danser, on ne sait pas encore le faire, mais bientôt, monter des escaliers, descendre des escaliers, monter des pentes, descendre des pentes. Voilà, on est capable de faire tous les mouvements de l'être humain. Et aujourd'hui, donc on est capable avec notre produit de faire remarcher les gens dans un cadre de centre de soins pour de la rééducation. Donc typiquement, un de nos cas d'utilisation, c'est les personnes qui ont un AVC, qui ont leur accident, ils se retrouvent en fauteuil roulant, il faut qu'ils réapprennent à marcher. Et ben, la machine elle va leur permettre de les remettre debout tout de suite, très tôt. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on vient d'avoir son accident, on a encore quelque part ces réflexes musculaires, tous les réflexes de la marche. Et il faut se remettre à marcher le plus tôt possible pour réactiver ces réseaux. On dit que souvent, quelqu'un sort mieux de son hospitalisation s'il se remet debout très très vite. Et donc là, c'est des gens qui ne peuvent pas se remettre debout parce qu'ils ont une zone du cerveau qui a grillé, où il y avait ce schéma de marche dans cette zone, mais ça a été détruit. Et donc, il faut qu'ils recréent un nouveau mécanisme de marche dans leur cerveau
qui se reconnectent à leurs réseaux neuronaux distribués dans les jambes pour rétablir la marche et réapprendre la marche comme un bébé apprend la marche. Et nous, la machine, elle permet de remettre directement les gens debout, les remettre dans la marche et faire une assistance variable où on va avoir l'effort produit par la machine qui va s'adapter à l'effort que peut fournir la personne. On dit que la marche, c'est le Graal de la robotique. Explique-moi pourquoi c'est si compliqué. Alors là, tu viens de me parler de la personne qui a eu l'AVC. On a parlé rapidement du bébé. Peut-être pourquoi on met 1 an et demi, 2 ans à marcher. Est-ce que vous avez dû étudier tout ça de toute façon? En fait, en tant qu'être humain, on a des informations. Donc, comment nos pieds appuient sur le sol, la vue, l'oreille interne, même les sons. Donc, le bébé, l'enfant, il a tous ses signaux. Et il a des façons d'actionner ses muscles. Il peut envoyer des signaux et ça fait bouger ses muscles. Et tout ce qu'il va apprendre, c'est « Ah bah tiens, quand je fais ça, je ressens ça et il se passe ça. » Et donc, il essaye un peu tout. Et il voit qu'il y a des trucs qui marchent et il y a des trucs qui marchent pas. Et au bout d'un moment, il va apprendre que pour rester debout, il faut faire tel et tel mouvement. Et puis notre corps aussi, avec toute l'évolution des millions d'années, il est designé pour faciliter la marche et la rendre la moins consommatrice d'énergie possible. Donc, par exemple, quand vous lancez la hanche, le genou se déplie tout seul et il s'arrête en butée parce que le genou a une butée. Et tout ça fait qu'on trouve un espèce on réapprend le mécanisme naturel de la marche avec notre corps qui est optimisé vraiment pour cette marche dynamique. Et tout notre travail, ça a été de redécouvrir ça et donc de comprendre pourquoi la nature fonctionne comme ça et l'appliquer à notre robot, qui est un cas complètement différent parce que, par exemple, nos actionneurs, c'est des moteurs électriques, alors que l'être humain, ça va être des muscles qui sont actionnés par la biologie. Et quand on parle de Graal de la robotique pour la marche, c'est si complexe que ça? C'est très 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 compliqué parce que le problème de la marche, c'est un problème à grande dimension. Donc là, on a 12 degrés de liberté, plus 6 degrés de liberté d'un corps flottant comme un drone. Donc ça fait 18 degrés de liberté, donc c'est un problème à grande dimension et qui est très non linéaire. En fait, il faut s'imaginer qu'on a un pendule inversé, on est stable debout à une certaine position. Dès qu'on s'éloigne de cette position, on est de moins en moins stable et on tombe de plus en plus vite. Donc, en mathématiques, ce qu'on aime bien, c'est les problèmes linéaires où les choses restent à peu près constantes quand on reste près de l'origine. Or là, c'est l'inverse. La situation qui a lieu au départ, elle est très différente de la situation qui a lieu quelques degrés plus loin, quelques degrés penchés plus loin. Et donc, c'est des problèmes qui sont très, très durs à résoudre mathématiquement. Donc, quand on écrit, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment attaquer le problème de face. Ce qui était fait historiquement en robotique, c'est de se dire, OK, on va simplifier le truc parce que c'est trop compliqué. Donc, on va faire un modèle plus simple. On va approximer pas mal de trucs. Et on va essayer de s'en sortir avec ça parce que c'est déjà assez compliqué. Parce que historiquement, les roboticiens, c'est des gens qui sont un peu touche à tout. Ils font de l'informatique, ils font de la mécanique, ils font de la commande. Et nous, vraiment, notre approche, c'était de dire, on va essayer de prendre les meilleurs dans chaque domaine. Et donc, le meilleur en automatique, à l'époque, je suis allé voir mon prof d'automatique à l'école polytechnique, qui était Nicolas Petit, qui dirige le centre automatique et système des mines de Paris. Et eux, leurs algorithmes, ils font quoi? Ils servent, on leur dit, voilà, par exemple, il y a le barrage hydroélectrique d'EDF à contrôler. Ils ont un système, une dynamique qui leur est donnée. Il faut qu'ils contrôlent. Ils doivent contrôler l'avion de chasse Rafale. C'est des environnements très dynamiques, très non linéaires. C'est donné tel quel et il faut qu'ils se débrouillent. Ou un moteur à essence avec explosion, c'est quelque chose qui est très dynamique aussi, très non linéaire. Et ils ont développé les outils scientifiques et mathématiques pour s'attaquer vraiment à des problèmes complexes comme ça. Donc, au lieu de simplifier le problème, on a vraiment pris le problème dans toute sa complexité. On allait chercher les meilleurs dans ce domaine-là et on appliquait les techniques les plus avancées pour notre problème. Ce qui implique que de notre côté, nous, on a dû avoir des gens très, très qualifiés qui sont capables de parler avec ces chercheurs. Et Nicolas Petit, c'est aussi quelqu'un qui très, très rapidement nous a présenté Jesse Griesel, donc qui est un prof à l'Université de Michigan, qui est une référence en robotique, qui a été formé par les Français. Et donc, toute la théorie que nous, on utilise sur nos robots, elle a été inventée par l'INRIA dans le début des années 2000. Ils avaient été financés pour un projet. Ils ont réussi à développer ces algorithmes extraordinaires en France parce qu'on est très, très bon en maths et ils ont réussi.
Et comme souvent en France, le projet s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de budget pour construire des machines. Professeur Griesel, il est retourné aux États-Unis avec cette théorie qu'on avait inventée. Il a eu des budgets pour faire des machines. Il a commencé à faire des robots extraordinaires qui marchent super bien. Et les Français qui travaillaient sur ça à l'époque, ils ont continué à faire les algorithmes. Voilà. Donc on s'est un peu spécialisé, nous, dans les maths. Et les Américains, nos partenaires américains, ont fait les machines qui vont avec. Et ils sont capables de faire des belles vidéos qui vont avec. Et nous, on a vraiment on s'est raccroché à cette expertise. On a des très bons contacts avec le professeur Giesel et un de ses élèves qui est le professeur Helms à Caltech, qui sont des excellents mathématiciens et qui aussi reconnaissent notre force française dans les mathématiques et qui sont hyper contents de travailler avec nous parce que c'est un cas d'utilisation pour la robotique. Quand on est chercheur en robotique, travailler sur refaire marcher des gens, c'est comme but, c'est extraordinaire. Et puis ça sert aussi à la publication. On a fait des meilleurs publis. On a été meilleur papier à la plus grosse conférence de robotique l'année dernière avec Caltech parce qu'on a un sujet d'application qui est extraordinaire. D'un côté, ce fameux exosquelette où donc tu vas enfiler quelqu'un à l'intérieur pour pouvoir marcher. Si on étudie le robot de Boston Dynamics qui les dernières vidéos, franchement, tu mets un pantalon, tu le vois de dos, ça vraiment on a l'impression que c'est un humain. C'est beaucoup plus de moteur, c'est quoi? Alors, ils ont à peu près le même nombre de moteurs pour les jambes. Par contre, ils ont une autre technologie. Ils sont en moteur hydraulique. Et donc, l'avantage de l'hydraulique, c'est que ça a beaucoup de puissance instantanée. C'est comme les engins de chantier, ils sont en hydraulique, ou les tracteurs, c'est en hydraulique. C'est les vérins, ouais. Voilà, les vérins. En fait, on est explosif. C'est comme un sportif qui fait le 100 mètres. Il a des muscles explosifs. Et donc là, ça n'a pas un très bon rendement. Pour l'autonomie du dispositif, c'est pas très bon. Donc, ils vont pas pouvoir tourner des heures avec leur robot. Par contre, instantanément, ils vont pouvoir faire un saut sur place et faire un salto. Parce qu'ils ont la puissance instantanée, ils peuvent délivrer, ils peuvent instantanément mettre beaucoup de couples dans leur moteur. Ce qui leur permet de faire des démonstrations techniques incroyables. Et après, dernièrement, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font ils font de l'apprentissage avec leur robot. C'est-à-dire qu'en fait, un humain mime un mouvement, ils scannent le mouvement avec un dispositif de motion capture, et ensuite ils ont développé des algorithmes pour recaler ça sur leur robot. Ce qui fait que ça a encore plus l'air l'humain, parce que c'est des humains qui bougent, et ensuite on colle ce mouvement sur les robots. C'est ce qu'ils ont fait pour la danse, par exemple, on voit le robot danser. Et je pense que c'est aussi ce qu'ils font pour les saltos. Donc c'est encore... Ce que tu veux dire, c'est que vous, votre robot, par exemple, il va faire plusieurs mouvements, mais lui, pour simuler la fluidité, il peut presque à un moment solliciter les 12 mouvements pour avoir en même temps, pour pouvoir avoir cette fluidité, parce que je pense qu'on ne fait pas uniquement... je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le problème de la robotique, c'est que c'est toujours, quand on fait un robot, il faut toujours prendre les contraintes en jeu. Et comme nous, on a une application concrète, c'est de mettre quelqu'un dedans. On a beaucoup de contraintes. Les contraintes, c'est de respecter les jambes de la personne. Donc, on va être autour de ces jambes-là. Respecter la sécurité de la personne. Donc, on va avoir beaucoup de sécurité. Et pas porter cette personne, mais accompagner cette personne dans la marche. Donc, quand on design ce robot, et avoir une certaine autonomie, puisqu'on ne veut pas pouvoir marcher pendant 5 minutes. On est capable de marcher avec la machine pendant 2 heures en continu, ce qu'on considère être une journée d'utilisation. Donc toutes ces contraintes, quand on design la machine, elles sont prises en compte et on arrive à une architecture qui a ses avantages et ses inconvénients. Quand on n'a pas ces contraintes-là, et que le but c'est de faire le robot le plus impressionnant, on se concentre sur faire le robot le plus impressionnant. Mais c'est pas votre but. Voilà, mais c'est pas notre but, et voilà, chacun son métier. Mais nous, on est hyper contents de ce que montre Boston Dynamics, parce que ce qu'on fait, c'est très dur, et au moins Boston Dynamics, ça montre que ce qu'on promet, au moins scientifiquement et techniquement, c'est possible. Parce que eux, ils montrent que c'est presque ce qu'ils font, c'est presque de la science. Et d'ailleurs, à la base, le fondateur de Boston Dynamics, c'est un scientifique qui était prof au MIT. Et quand on avait marre de remplir des demandes de subventions pour la recherche, il s'est dit, je suis tellement bon, je vais me mettre à mon compte, je vais être financé directement par la DARPA, ce qui était le cas, vu qu'il était vraiment excellent. Et en gros, il a des contrats directement avec la DARPA pour faire son développement comme il faisait avant et pousser toujours plus loin les limites de la robotique. Alors, je voudrais qu'on parle de l'équilibre et de la verticalité. La verticalité, c'est une notion que j'ai abordée avec Philippe Croison, un épisode que j'ai fait il y a un moment. Tu vois qui c'est. Donc, à la suite d'un accident, il a perdu ses bras et ses jambes. Et il a quand même il a des prothèses,
Mais ce qu'il a dû apprendre vraiment, et c'est très compliqué quand il le raconte, c'était cette notion de verticalité. Chose que je pense que... Je sais pas pourquoi nous, on marche et pourquoi on tient debout, mais je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que le torse doit jouer à un jeu, etc. J'ai lu pratiquement... Alors, je ne sais pas si j'ai lu ou je l'ai bien noté, qu'en fait, vous essayez de simuler le côté, le déséquilibre de la marche. Pourquoi on ne parle pas d'équilibre, on parle de déséquilibre de la marche? Alors, justement, ça tient du fait qu'avant, on faisait un problème simplifié où on essayait de rester le plus possible près de l'origine. Parce que donc, c'est le problème du pendule inverse. Quand on est à l'origine, on sait faire un modèle linéaire, on sait être là et on maîtrise, on sait écrire le modèle. Donc, historiquement, les robots, ils essayaient de rester près de l'origine. C'est-à-dire, imaginons, c'est ce qu'on appelle la démarche robotique quand on voit ça. C'est quelqu'un qui reste bien au-dessus de ses pieds et qui va bouger lentement ses pieds pour poser le pied, transférer le poids sur le nouveau pied et puis enchaîner. Et donc là, on a une démarche très lente. Et à chaque instant, en fait, on peut s'arrêter, le pied en l'air, parce qu'il n'y a pas d'effet dynamique. On est vraiment en quasi statique, donc on bouge le plus lentement possible, justement pour pas créer de dynamique, et on peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça, c'est l'équivalent pour un être humain de rester debout sur sa jambe en équilibre. C'est très dur, ça demande beaucoup de force dans les cuisses quand vous essayez de tenir en équilibre sur une jambe. On sent très bien que c'est pas du tout naturel d'être en équilibre sur une jambe, que c'est très instable, n'importe quelle petite perturbation vous fait tomber, et ça demande beaucoup de puissance dans les jambes. Ça, c'est ce que faisaient les robots avant. Et la robotique dynamique, c'est de se dire, ok, tout est fait dans notre corps pour tomber vers l'avant et se rattraper. Pourquoi ? Parce que tomber vers l'avant, ça coûte rien. Donc vous êtes debout, vous tombez vers l'avant, ça vous coûte rien en énergie. Par contre, vous allez dans la bonne direction, parce que vous allez vers l'avant. Donc déjà, vous avez gagné ça. Et après, tout le jeu, c'est que, pas finir par terre, c'est de mettre suffisamment vite la jambe devant et au bon endroit pour continuer à tomber devant. Et en fait, la marche de l'humain, c'est une marche dynamique où on tombe en avant et on se rattrape continuellement. Et c'est ça qui fait l'optimum énergétique, parce que c'est la gravité qui nous porte vers l'avant et qu'on consomme le moins d'énergie possible. Et ensuite, on lance la jambe et toute la structure du corps est faite pour que, par exemple, le genou se déplie tout seul. Et la répartition de la masse dans la jambe est faite pour que ça ne coûte pas beaucoup d'énergie de faire bouger très vite la jambe. Donc en fait, quand on marche, par exemple, on va avoir un effort de la cuisse, mais il va être au tout début. Et ensuite, ça ne demande pas d'énergie. Et ça déroule, puis ensuite on va poser le pied et se stabiliser et lancer la deuxième jambe. Et quand on réfléchit énergétiquement, la marche de l'être humain, c'est autour de 50 watts, c'est une ampoule, et c'est optimisé, mais c'est de la magie quand on imagine à quel point ça coûte peu d'énergie de marcher comme ça. Voilà, donc c'est tout l'avantage de cette marche dynamique et de cette chute en avant contrôlée, c'est que ça nous permet de marcher, mais avec très très peu d'énergie. Phase 1, vous créez le robot, le soft, le hard, l'intelligence artificielle, on va en reparler. Et ensuite, j'imagine que le robot, il va marcher sur l'ultra plat, aucun souci. Comment tu gères alors, même si pour le moment, mais vous travaillez sur une version 2 qui est une version grand public, là aussi on va l'aborder. Sur un sol béton, à plat, sans vent, sans rien, ok. Maintenant, je te parle de neige, je te parle de boue, BOIE, je te parle de vent, de trébucher. Comment tout ça, ce sont des contraintes que vous avez réussi à résoudre? Juste pour revenir sur le début, je raconte cette anecdote parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Première fois qu'on met une personne paraplégique dans l'exosquelette, c'était François, très émouvant. On lance la séquence pour faire le premier pas. L'exo bouge, il bouge ses jambes, et c'est comme de la guimauve, le pied se décolle pas, et voilà. Et le premier pas, en fait, le pied n'est pas décollé, on n'a pas réussi à marcher. Et grosse déception, enfin, même pas déception parce qu'on s'y attendait. Et voilà. On travaille pendant 1 ou 2 jours, et on force la trajectoire, etc. On arrive à faire le premier pas. C'était juste un pas de 10 cm. Ça, c'était en 2015. On avait déjà 5 ans de développement pour en arriver là. Et on était super fiers, on était tous en train de pleurer. François était aux anges d'avoir fait ce premier pas qui ressemblait à rien. Et tout le jeu depuis, ça a été de fiabiliser cette plateforme, d'améliorer les performances, de comprendre
pourquoi il se comportait pas comme on avait prévu, parce qu'en fait il y a beaucoup de flexibilité, donc il est trop mou, donc quand on croit que la jambe elle est en l'air, en fait elle est encore collée au sol, parce que le robot se déforme sous son propre poids. Donc on a dû renforcer le produit, on a dû renforcer toute la structure, on a dû résoudre des centaines de bugs, et ce qui était très dur au début, c'est que tous les bugs étaient en même temps. Et donc on n'avait pas d'informations fiables, on essayait de comprendre le problème, mais en fait on pouvait pas se fier aux données parce que les données c'était pas les bonnes, elles étaient pas données avec le bon temps, c'était pas les bonnes unités, c'était pas les capteurs n'étaient pas fiables, et donc on a dû résoudre tous les problèmes un par un. Ça nous a pris extrêmement longtemps à fiabiliser cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a tellement compris de choses sur la plateforme, on a tellement fiabilisé de choses qu'on est capable d'avoir des comportements rationnels en se disant « Ah, il y a un nouveau problème, on a fait un truc, on va faire telle et telle expérience, on va se rendre compte que le problème, c'est dû à ça et on va le corriger. » Au début, c'était vraiment très, très compliqué. Et déjà, on est arrivé là. Donc, je me souviens toujours qu'un de nos investisseurs nous avait dit il y a une règle dans l'investissement chez les VC. Là, ce que vous faites, c'est un système. Donc, il y a de l'informatique, de la mécanique, de la commande. C'est 100 millions. Ça coûte 100 millions pour mettre au point un système. Pour l'instant, on a dépensé 28 millions et on a un système qui marche. Effectivement, il ne permet pas encore de faire tout ce que vous avez dit. Mais on a déjà réussi à atteindre le niveau de performance qui a permis de l'été dernier aller faire une petite promenade avec mon frère dans la rue juste en bas, la rue de Rivoli. Et effectivement, c'est très compliqué la marche parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Un des premiers trucs qu'on s'est rendu compte, c'est que le sol il est pas plat rue de Rivoli, donc on a dû faire des nouveaux algorithmes qui s'adaptent au fait que le sol il est pas plat exactement comme prévu. Il y a des petites pentes sur les côtés, vers l'avant, ça monte, ça descend. Des choses que nous on gère très très facilement en tant qu'être humain, et des choses que la machine peut tout de suite être. En plus, sauf erreur, il n'y a pas que le genou, la hanche, le mollet, il y a le pied aussi, parce que le pied. Enfin, moi, quand je me suis cassé, par exemple, le quatrième métatarse, je ne sais plus comment ça s'appelle comme ça, quand le petit doigt est cassé, tu as un problème, il faut que tu compenses. Donc, je pense que le pied, à un moment, lui aussi, la cheville, et ça le fait. Ça ne peut pas le faire, ça. Si, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des capteurs de force sous les pieds et nos algorithmes s'adaptent en permanence avec le terrain pour coller au terrain, pour transmettre les bons efforts. Et donc, le vent, la pluie, quelqu'un qui vous pousse dans la rue, on est en train de travailler dessus, et le gros avantage qu'on a, c'est qu'en ayant designé des algorithmes dynamiques, comme justement, ce qu'on sait faire, c'est rattraper une chute constante en avant. Quand on vous pousse, c'est juste une chute un peu plus rapide, un peu plus violente. Mais vous êtes déjà en train de tomber. Donc nous, les algorithmes, qu'on soit en train de tomber plus ou moins vite, c'est les mêmes. Donc tout est une histoire de vitesse, de réactivité et de bouger l'avant-jambe suffisamment vite, mais on est déjà en train de tomber. Donc si quelqu'un vous pousse, effectivement, vous allez accélérer le mouvement de votre jambe. Et le détendre. Mais ça reste faire une amplitude plus large. Ça reste à peu près le même mouvement, un peu amplifié pour prendre en compte le fait qu'on est en train de tomber plus vite que prévu. Mais ça reste le même concept parce qu'on est déjà dans ce paradigme de la marche dynamique. Et comme on voit Boston Dynamics, une fois qu'on l'a vu sauter sur des caisses, on se doute que c'est possible qu'il fasse un salto arrière, parce qu'une fois qu'on maîtrise un certain ensemble de mouvements dynamiques, on se doute bien que voilà. Donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est justement être robuste aux perturbations. Les premières perturbations qu'on a, nous, en tant que dans notre machine, c'est l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de se jeter sur le côté, il peut se jeter sur le côté, et il faut encore qu'on le maintienne debout. Par contre, la personne qui est à l'intérieur du robot, tu peux pas utiliser son oreille interne. C'est plutôt les gyroscopes ou je sais pas quels outils vous avez à l'intérieur qui vont compenser. Eh bah oui, en théorie, nous, on doit garantir l'équilibre quoi que fasse la personne, mais dans les faits, en fait, la personne, notre pilote Kevin, par exemple, c'est très marquant quand on le voit, il aide énormément la machine. Et un de nos premiers utilisateurs qui était un champion d'handy équitation, qui était médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'handy équitation, c'était à l'époque lui qui faisait mieux marcher l'exosquelette parce qu'il utilisait tous les muscles de son corps qui lui restaient pour aider la machine à faire ce qu'elle devait faire. Et en fait, on voit qu'il y a cette symbiose entre la machine et l'utilisateur pour maximiser l'équilibre de la machine, les performances de la machine. Et ça, c'est possible parce que les mouvements que fait la machine, ils sont intuitifs et ils respectent l'équilibre de l'être humain. Et c'est très marquant parce que nous, en tant que valide, on se met dans la machine, donc on ressent ce que fait la machine pour marcher. Et quand elle fait des trucs qui sont pas bien, qui sont pas équilibrés, qui paraissent pas naturels, on se crispe dans la machine. Parce qu'on sent que c'est pas équilibré, on va tomber, etc.
Et comme nous, on est capable de faire des algorithmes de marche dynamiques qui se rapprochent, in fine, c'est les mêmes concepts mathématiques que ce qu'a optimisé le corps humain, et ben on a ce ressenti de se dire ouais, c'est vraiment de la marche comme je la ferais. Contrainte, certes contrainte, parce que par exemple aujourd'hui on fait des pas d'une certaine taille, d'une certaine amplitude, à une certaine vitesse, mais c'est des pas qu'on pourrait faire en tant qu'être humain. Et la bascule arrière, ça marche comment? Parce que là, il n'y a pas de pas possible, si. Il y a un pas. Si, on peut tout à fait faire des pas en arrière pour se rattraper. Et c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on est très très stable vers l'arrière. On a un tel niveau de stabilité avec la machine actuelle qu'on peut vraiment se jeter dans l'exosquelette vers l'arrière, la machine ne bougera pas. C'est aussi du fait que notre machine actuelle, donc la machine de rééducation qui s'appelle Atalante, elle est assez lourde, donc elle fait 80 kg. Et elle a beaucoup de puissance, donc elle est vraiment capable de lutter contre l'utilisateur qui veut, même si l'utilisateur veut mettre la machine par terre, c'est la machine qui gagne, entre guillemets. Ça sera moins le cas pour notre prochaine version, donc qui sera la version personnelle qu'on est en train de développer pour l'utilisation dans la vie de tous les jours de l'exosquelette. Pourquoi Atalante? Alors Atalante, c'est une figure grecque qui a fait le marathon. Voilà, donc c'était la notion de marcher pendant longtemps. BD aussi. Ah, je connais pas la BD. BD, c'est pas l'Atalante, ouais. Ah ouais. Qui a fait le marathon? Voilà, d'accord. C'est mon associé Alexandre qui était passionné de Grèce qui a choisi ce nom. Bon, je posterai une vidéo dans les notes de l'épisode où on voit le squelette se déplacer. Il y a un câble. J'imagine que c'est pour la sécurité, mais à un moment, vous pouvez faire une version sans câble ou ça sera obligatoire? Ah non, bah évidemment, pour aller dehors et pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, ça, d'accord. Il n'y aura pas de câble. Donc là, ce câble aujourd'hui, il l'utilise pour la version de rééducation. Donc comme on est en centre de soins, pour l'instant, c'était plus simple pour nous réglementairement de dire si jamais il y a un problème matériel, un problème logiciel, etc., on a cette sécurité qui ne sert pas à l'équilibre, mais qui est là en cas de problème. Réglementairement, dans l'analyse de risque, c'est la réponse à nos problèmes. Aujourd'hui, il faut qu'on atteigne le niveau de fiabilité de la machine et les systèmes de sécurité de dernier ressort qui nous permettent de se passer de ce câble. Donc c'est ce sur quoi on travaille activement. Donc on développe des airbags qui sont comme les airbags piétons ou de vélo ou de cyclistes ou d'équitation, qui seront notre réponse au risque de chute, parce qu'on ne pourra jamais garantir à 100% qu'on ne chute pas. L'être humain chute, ça arrive tous les jours que des gens tombent. On ne peut pas garantir à 100%, donc on est obligé de répondre que ce qui se passera dans ce cas-là. Et donc nous, on veut la sécurité de notre utilisateur. Et donc on a prévu un système d'airbag qui se gonfle, qui nous permettra de tomber de manière douce dans des ballons. Et donc ça, on a développé ça. Et par ailleurs, on développe la fiabilité de la machine qui fera qu'on aura le moins d'incidents possible pour vraiment avoir... Et là, on atteint des niveaux de criticité qui sont un peu comme dans l'aviation, où il faut, quand l'avion est en l'air, il ne faut pas qu'il se crache. Nous, c'est pareil, quand on marche, il ne faut pas qu'on tombe. Et donc, ça implique augmenter la sécurité de nos logiciels, créer de la redondance de capteurs, créer de la redondance de câbles. C'est deux choses qui sont possibles, puisque c'est fait dans l'aéronautique, quand on envoie des gens sur la Lune, dans les avions. Mais ça demande de notre côté de l'investissement pour encore augmenter le niveau de fiabilité de notre produit. Et voilà. La version 2, c'est-à-dire la version grand public autonome qu'on pourra prendre à la maison, elle peut être connectée pour vous envoyer un message pour dire il y a un problème? Bien sûr, elle sera connectée. On pourra faire une alerte directement au secours s'il y a un problème pour venir vous chercher, comme on a aujourd'hui l'alerte dans les véhicules quand il y a un accident. Voilà, on travaille sur tous ces... Et ce qui est exceptionnel, c'est que tout ça, ça paraît un peu de la science-fiction, mais finalement, en fait, des airbags, en fait, ça existe. On a des fabricants d'airbags qui peuvent nous fabriquer les airbags pour nous. On a les capteurs qui vont avec. On a la puce 4G pour communiquer la position GPS de... Tout existe. Tout existe, voilà. Et tout est une question d'assembler. Alors, c'est ça la difficulté. Nous, c'est vraiment un problème de systémier, d'assemblier, comme les gens qui font un avion de chasse, ils prennent... sur étagère plein d'éléments et il faut les mettre ensemble et les faire communiquer correctement ensemble. Et nous, c'est notre gros travail. On essaye au maximum de ne pas développer des sous-éléments, parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, et de prendre le plus de possible de choses sur étagère, que ce soit logiciel ou matériel. J'ai lu que le calculateur calculait 30 000 opérations par seconde. Ouais, en fait, notre boucle de rétroaction à plus bas niveau, on est toutes les millisecondes, donc 1000 fois par seconde, on doit calculer un ordre à envoyer aux jambes pour tous les moteurs. Et encore à plus haute fréquence que ça, on a d'autres boucles
qui asservissent les moteurs, qui répercutent l'information. On a plus d'une centaine de capteurs dans l'exosquelette en tout. Et donc cette information doit remonter au calculateur central, qui est notre cerveau, et qui calcule toutes les millisecondes les ordres qu'il doit envoyer pour maintenir l'équilibre du dispositif. Alors comment il marche, comment il se déplace? Tu t'installes dedans, t'enfiles un gilet. Dans le gilet, il y a une centrale inertielle qui capte les mouvements du buste de l'utilisateur. On a une télécommande à la main. La télécommande, elle sert à choisir le mode qu'on veut utiliser. Donc, il y a assis debout, tourner sur place, marcher. Donc, on choisit ce mode. Par exemple, on est assis, on s'assoit dedans, on s'attache, on met son gilet, on appuie sur assis debout, on se penche vers l'avant et là, ça se lève. On appuie sur le mode exercice. C'est un mode où tous les mouvements qu'on va faire avec le haut du corps, ils vont être... Les jambes essayent de comprendre ce que veut faire le haut du corps. Par exemple, si on se penche vers l'avant, les jambes vont nous accompagner pour aller chercher quelque chose en haut dans un placard. Si on se penche si on va vers l'avant, on se penche vers le bas, les jambes vont se plier pour aller chercher quelque chose par terre. Il y a des vidéos sur internet assez frappantes de Kevin qui se déplace dans son appartement, qui va prendre un truc dans son frigo, mettre un truc au four, faire la cuisine. Avec celui-là ou la version 2? Avec celui-là. On est déjà capable de le faire sans treuil, sans fil de sécurité. On le fait évidemment avec la version actuelle, avec des gens à côté qui assurent la sécurité de Kevin, au cas où il y a un problème. C'est notre utilisateur expert paraplégique avec qui on fait des compétitions. Et la dernière compétition qu'on fait, c'est sur Global Innovation Challenge, qui est une compétition qui a été lancée par le Japon. Et dont le but, c'est ils ont pris toutes les situations dans l'appartement en disant voilà, il faut pouvoir aller à sa salle de bain, se laver les dents, il faut pouvoir aller à sa cuisine, faire son repas, aller à la porte chercher un colis. Chercher un colis, c'est très important à notre époque. Ils ont pris ces 8 tâches de la vie courante et ils ont dit ok, maintenant on veut qu'une personne paraplégique soit capable de les faire avec un exosquelette. Et donc évidemment sans béquille, parce que quand vous voulez emmener un plateau avec de la nourriture, c'est pas possible de le faire avec les mains prises. Plier du linge par exemple, voilà. Et donc là, en ce moment, Kevin, il est en train de faire cette compétition. On est les seuls au monde à pouvoir faire ça sans béquille. J'espère pouvoir annoncer le résultat bientôt. Et on est capable aujourd'hui de le faire avec l'exosquelette actuel dans un appartement où Kevin, il a plus de fauteuil, il se met dans cet exosquelette le matin et il peut faire toutes les tâches de la vie courante dans son appartement. La télécommande, à terme, on peut pas essayer d'avoir une tension électrique, quelque chose qui pourrait... Alors, il y a plein de technos, on en a essayé quelques-unes. Le casque relié au cerveau, pour essayer de lire les intentions de l'utilisateur directement à travers la boîte crânienne. Le problème, c'est que le signal est très bruité et donc on a du mal à avoir plus que on-off, gauche-droite, en gros. Et encore, il faut se concentrer pendant 10 secondes pour faire le bon signal. Donc c'est très fatigant. Au bout de 15 minutes, on est claqué de se concentrer aussi fort. Il y a ce type d'interface. Après, il y a Elon Musk qui travaille sur le Neuralink avec l'implant. Donc là, comme on vient s'implanter directement... Il y a une startup française aussi qui le fait, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Le CEA Clinatech, avec le CEA, qui ont développé l'implant aussi. Ils ont même créé un hôpital pour faire l'implantation et ils l'ont implanté sur une personne tétraplégique dans un exosquelette qui a été capable de contrôler son exosquelette. Alors, pas à une fréquence suffisante pour marcher, parce que finalement, pour contrôler 12 moteurs toutes les millisecondes, il faut être capable d'envoyer beaucoup d'informations. Donc, on n'a pas ce niveau de contrôle. Mais par contre, il est capable de contrôler ses bras qui sont aussi dans un exosquelette pour aller attraper quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus le temps. Il n'y a pas de notion d'équilibre parce qu'on n'est pas en train de tomber. Il ne faut pas se rattraper dans les 200 millisecondes qui viennent, sinon on tombe par terre. Mais par contre, il est quand même capable de saisir des objets par la force de la pensée. Oui, mais l'intelligence fait que... là, tu me parles de 12 moteurs, etc. Mais plus vous allez avancer, il y a des combos, en fait. C'est-à-dire que vous allez, pour un seul geste, peut-être utiliser 3-4 moteurs d'un coup, sans même le... Enfin, c'est ce qu'il fait déjà aujourd'hui, j'imagine. Il y a ce que j'appelle des combos, c'est plusieurs moteurs qui agissent en même temps, à la main. Nous, aujourd'hui, concrètement, l'utilisateur, il donne aucune indication, à part qu'il veut démarrer, il veut marcher, il veut s'arrêter. Donc tout est automatique. Donc on a vraiment recréé le réflexe de la marche que nous on a quand on marche. On pense pas à tiens, je vais mettre mon pied, je vais lancer ma jambe, etc. On le fait de manière automatique. Nous, c'est cet automatisme qu'on a recréé et qu'on fait pour l'utilisateur. Quand on voudra que l'utilisateur ait plus de contrôle sur la machine, effectivement, il faudra pouvoir se connecter avec lui d'une manière efficace pour qu'il transmette un maximum d'informations. Donc Neuralink, c'est un espoir. Ça peut être tout à fait complémentaire de notre machine à moyen terme. Actuellement, la V1, elle se concentre essentiellement sur la rééducation, c'est ce qu'on vient de dire.
par rapport à je sais pas, les techniques pour apprendre à marcher, la balnéo, le kiné, les exercices, etc., c'est mieux? Alors là, mieux, c'est toujours difficile de dire que c'est mieux parce que on est dans un champ où il y a beaucoup de paramètres différents et pour avoir une étude qui prouve que c'est mieux, il faudrait vraiment faire des très très grosses études avec 500 personnes pendant très longtemps. Donc on n'est pas aujourd'hui capable de faire la preuve que c'est mieux cliniquement. Déjà, c'est plus ludique pour la personne. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire et ce qui n'est pas capable de faire autrement, c'est de prendre des gens très très tôt après leur accident. Donc on est capable de le faire à la sortie de la réanimation, avant même d'arriver en centre de rééducation, pour reverticaliser et refaire marcher des gens qui viennent de sortir du coma, par exemple. Et ça, c'est une application qu'on est en train de développer avec les services de neurochirurgie, par exemple, en vraiment post-réanimation, de remettre les gens debout qui sont encore dans leur chambre d'hôpital. Ils ont encore souvent la cicatrice au niveau du crâne. Et on est capable de les remettre debout parce que notre machine, comme elle fait tout, il n'y a pas de béquille, il n'y a rien à apprendre. Même quelqu'un qui est cognitivement très atteint, qui est pas bien du tout, qui ne sait même plus où il habite, on est capable de le mettre debout et le refaire marcher. Et donc ça, l'avantage, c'est que on recrée vite, très très vite, les réflexes de la marche. On ne perd pas les muscles, on ne perd pas les réflexes. On remet tout de suite quelqu'un debout et dans l'activité. Combien ça vaut? Alors aujourd'hui, on le vend 140 000 euros en France. Il n'y a qu'une version? Il n'y a qu'une version, ouais. Enfin, en Europe, on est marqué CE et on est en train de travailler pour avoir l'approbation aux États-Unis. On a vendu une dizaine de machines, dont 2 aux États-Unis. Et cette année, on est vraiment l'année un peu de tournant où on sent que la fiabilité de notre produit qu'on a atteint, c'est très convaincant. Maintenant, chaque fois qu'on fait une démo à des médecins, les médecins le veulent. Après, il y a toujours la question en France du financement, parce qu'il n'y a pas de financement dans les centres de rééducation pour ces technologies. C'est des centres qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et donc, à chaque fois, il faut qu'ils aillent chercher des financements spécifiques, donc soit par des fondations, soit par le mécénat, soit par des associations qui vont faire un don. Donc voilà, par contre, ce qu'on est très content, c'est que la plupart des équipes médicales à qui on montre le produit, ils le veulent. Oui, alors ça coûte certainement beaucoup moins cher qu'un PET scan ou qu'un IRM, etc. Le problème, c'est que sur un centre de rééducation, il n'en faut pas qu'un. Effectivement, à terme, il n'en faudra pas qu'un, parce que... plusieurs personnes, quoi. Dans les centres les plus avancés, nos centres les plus anciens et qui utilisent le plus d'exosquelettes, ils vont par exemple mettre en première intention toutes les personnes qui ont eu un AVC et qui sont héminégligentes. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont une moitié de corps. Ils font comme s'ils ne se rasent pas d'un côté, ils n'utilisent pas les membres d'un côté, parce que dans leur cerveau, ils n'intègrent même plus l'information qu'ils ont un côté de corps. Tous ces gens-là, ils les mettent en première intention dans la machine. Donc c'est vraiment devenu la routine clinique pour eux d'utiliser Atalante dans leurs soins, dans la façon dont ils soignent les personnes, ils les rééduquent. On est super content de ça. On a une croissance de 10 x 10 en un an sur le nombre de sessions qui sont faites tous les mois par exosquelette. Donc on est aujourd'hui à 120 sessions par mois et on soigne en moyenne 40 personnes par mois qui sont dans nos 6 centres en France. Et quand tu dis tout le monde le veut, ça signifie que potentiellement, et je ne sais pas si vous avez ce recul, une personne qui doit réapprendre à marcher, elle va réapprendre beaucoup plus vite avec vous qu'avec une technique classique, type massage ou rééducation intel. Tout est possible, mais après, le problème dans le système de santé, c'est que tout a un coût. Et le facteur humain, c'est un coût très important du système de santé. Et les kinés, beaucoup de centres de soins, de rééducation ont du mal à trouver des kinés parce que c'est le travail de rééducation en centre, il est très fatigant. On peut se faire mal au dos. Souvent, c'est des jeunes qui sortent d'école parce qu'ils veulent apprendre beaucoup. Mais très rapidement, au bout de 4-5 ans, ils vont ouvrir leur cabinet en libéral parce qu'ils ont beaucoup appris et c'est très fatigant. Et donc, les centres ont beaucoup de mal à recruter des kinés. Il faut dire aussi qu'ils ne les payent pas extrêmement bien. Mais en tout cas, nous, le but, c'est d'offrir un outil qui va rendre la rééducation la plus simple possible, la plus efficace possible pour les kinés. La plus sécurisée pour les kinés, parce que quand ils font la rééducation manuelle aujourd'hui, ils vont être penchés, ils vont tenir la personne en équilibre précaire à 1, 2 ou 3 personnes au début de la rééducation. Quand la personne est très atteinte, ils vont être 3 sur la personne pour la faire remarcher, ils vont faire bouger ses jambes à la main. Donc c'est des situations qui sont dangereuses pour le patient et pour le thérapeute, parce que si ça dérape, ils vont se rattraper avec des faux mouvements, on peut se faire mal au dos. Il y a beaucoup de kinés qui font ça depuis des années, qui ont dû être opérés du dos, parce qu'ils ont des douleurs au dos. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur outil pour les kinés, pour faire leur travail de rééducation. Parce qu'en plus, tu n'as pas tout à fait répondu. Ce que je vois dans le truc, c'est que est-ce que en termes de rééducation pour le patient, ça serait plus rapide? Je ne sais pas si vous avez ce recul, si tu peux me répondre.
Ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas de preuves cliniques. Voilà. Donc, on a vu pendant la crise du Covid que il faut faire des études scientifiques en médecine et il faut affirmer les choses quand elles sont prouvées. Donc, moi, je peux pas dire que on réapprend plus vite la marche parce que c'est pas prouvé aujourd'hui. Par contre, l'effet que nous on voit, et c'est vraiment une question de ressenti, et ce que nous disent aussi les praticiens, c'est que déjà il y a un effet sur le moral. Quand vous avez eu votre AVC, une des grosses conséquences, c'est la dépression. On se retrouve, moi j'avais un patient par exemple, il était le 15 août à la plage, il a son accident et le 15 septembre il était dans un fauteuil roulant dans un centre de rééducation. Il a dû arrêter son travail évidemment et à pas pouvoir marcher. Et c'est un choc violent parce que ça arrive d'un coup. Le fait de pouvoir le remettre debout, le remettre dans cette dynamique, d'être debout, même si c'est la machine qui marche à sa place, il est debout, il est en train de marcher. Après, il va devoir réapprendre et faire l'effort lui-même d'arriver à marcher tout seul. Mais déjà, on a un peu cassé le paradigme, on l'a remis debout et ça te donne un énorme boost au moral. Et ça, on montre dans les études scientifiques que l'implication du patient dans sa rééducation, c'est clé pour avoir une bonne rééducation. Si le patient il est à fond, il se donne, il va faire beaucoup les exercices, il aura une meilleure rééducation. Mais est-ce que tu pourrais imaginer par exemple une salle dans laquelle il y a 10 Atalantes, dans laquelle un ou deux kinés vont équiper le patient du robot, avec du squelette, et qu'après vous pouvez programmer le robot pour faire différents exercices. Alors la première fois il faut qu'il apprenne, j'imagine, mais est-ce qu'on pourrait par exemple faire des exercices tout seul au robot Tout à fait. Alors tout notre travail justement, c'est de minimiser au maximum le besoin du kiné d'être autour de la machine et en sécurité quoi. Voilà. Et du donc coup, il n'y a même plus besoin de kiné peut-être s'il y a des programmes. Alors le kiné va se concentrer sur la rééducation. Par exemple, nous, on a l'avantage d'avoir les mains libres et le buste libre, et donc on va travailler sur l'équilibre du buste. Par exemple, dire au patient qui est négligent de se redresser. Faire des exercices avec les bras pour attraper des ballons, jouer avec un ballon, travailler sur son équilibre avec une barre, aller saisir des objets au sol. Donc le kiné va beaucoup plus être dans son travail de rééducation plutôt que dans la technique de je vais bouger les jambes, je vais faire tel truc et tel truc. Et dans nos centres utilisateurs, on commence à avoir des kinés qui sont capables de faire un patient qui fait la rééducation avec Atalante d'un côté et il gère un autre patient en même temps, et il peut gérer plusieurs patients en même temps, dont un patient qui fait de la rééducation avec Atalante. Et tout le développement qu'on fait pour le produit perso, il va aussi nous permettre d'avoir un produit de rééducation qui est encore meilleur parce que il sera un robot qui n'a plus besoin de filin, qui est autonome, qui assure la sécurité du patient quoi qu'il se passe. On peut laisser le patient explorer, apprendre, réapprendre, et si jamais on est proche de tomber, la machine reprend le pas et vous regarde en sécurité. Parce que c'est ça qui fait très peur quand on réapprend à marcher, c'est qu'on a peur de tomber. Or, il faut se lancer pour réapprendre à marcher, puisque c'est une chute. Donc, il faut accepter de se lancer vers l'avant, vers l'inconnu. Et donc, nous, permettre à la personne d'être dans un cadre sécurisé pour apprendre ça, c'est hyper... ça a beaucoup de valeur. Atalante, il pèse combien ? Alors, il fait 80 kilos aujourd'hui, Atalante. Ok. Donc, transition vers le nouveau squelette. Je ne sais pas s'il va s'appeler Atalante 2 ou il va être un nom déjà. Alors, il s'appelle Eve. Alors, c'est son nom de code. On n'a pas encore de nom définitif. Ok. Et donc, c'est une plateforme qu'on développe depuis quelques années déjà, où on a pris vraiment l'enseignement. Quand on a fait Atalante, on savait pas comment ça marchait, on n'avait pas les algos. On a essayé de faire l'exosquelette en prenant ceinture et bretelles pour être sûr que ça marche. Donc, il est très lourd, très puissant. On a tout fait. Et maintenant qu'on a ces algorithmes, on est capable de dire ce qu'il faut exactement. Là où il faut de la masse, là où il en faut pas. Et on a vraiment optimisé la structure pour être la plus dynamique possible. Et on se retrouve avec une structure qui est de plus en plus anthropomorphe parce que en fait l'humain il est optimisé, sa répartition de masse elle est optimisée pour les algorithmes qu'il a découverts avec l'évolution. Nous on a refait ce travail avec notre robot, avec nos algorithmes, on est capable de dire comment optimiser cette structure. Et on a aussi beaucoup travaillé sur l'encombrement. Donc on se retrouve avec une structure qui est extrêmement fine autour de la personne, donc de quelques centimètres. J'ai lu 6, je crois, il me semble, 6, c'est ça à peu près ? 6 cm de chaque côté, 6 cm dans le dos. On est capable de s'asseoir dans un siège de première classe de TGV. On est capable de s'asseoir dans un siège de voiture. C'est hyper important parce que c'est ça qui fait que... C'est bien parce que la première classe de TGV, c'est pas trop cher encore. Tu m'aurais dit première classe d'avion. Ah non. Ça coûte cher après. Et on a un autre problème avec les avions, c'est la batterie qui est pas transportable en avion. Mais en tout cas, c'est hyper important pour nous de pouvoir combiner les moyens de transport parce que les personnes en fauteuil, elles adorent la voiture parce que la voiture, c'est un moyen de transport qui fonctionne super bien. Et donc, il faut être capable de
aller dans la voiture avec son exosquelette, s'asseoir dans la voiture et pouvoir se déplacer, prendre un Uber par exemple avec son exosquelette. Puis ensuite on sort du Uber et on monte chez son pote et on s'assoit sur des toilettes qui sont pas adaptées. Et on passe des portes qui sont faites pour... qui sont pas forcément comme dans les apparts parisiens, pas forcément larges, dans lesquels tous les fauteuils ne passent pas aujourd'hui. Moi, ma famille, si j'ai un membre de ma famille qui est dans un appart sans ascenseur au 5e, une partie de ma famille peut pas aller le voir. Moi, j'ai une maison où il y a des marches à l'entrée, mon père, il peut pas monter dans la maison. C'est bête, mais il suffit de 3 marches pour bloquer la personne. Et là, avec ça, on répond à tous les problèmes. On est capable de monter ces 3 marches, on est capable d'aller partout où une personne valide peut aller, sans adapter l'environnement. Et c'est vraiment ça le but, de se dire que oui, le monde il est fait pour les bipèdes parce qu'on est un humain, c'est un bipède, c'est quelqu'un debout. Et tout est organisé comme ça. Malheureusement, il y a les lois pour faire l'adaptation, mais c'est pas le cas en France. C'est beaucoup plus le cas aux États-Unis. Mais quand on calcule le coût que sera de mettre toutes les installations haussmanniennes aux normes, on y sera encore dans des années et des années. Et nous, on a pris le problème à l'envers. On va faire la machine qui va permettre d'aller dans tout cet environnement qui est pas adapté pour l'utilisateur. J'ai 1 milliard de questions, mais est-ce qu'on peut imaginer déjà si 6 cm de largeur, je sais pas, un garçon, mais une dame avec une robe un peu ample, elle peut le mettre en dessous et que ça soit quasiment invisible? Elle pourra, ouais. Après, moi, je trouve que c'est joli. Pas forcément la peine de le cacher. On va essayer de faire des trucs. Mais donc, jolis. sinon, il monte sur un jean. Enfin, pour un garçon, par exemple, tu le mets au-dessus du jean, par exemple, du pantalon. C'est ça, autour, ouais. Après, Okay. on travaille avec des designers danois en ce moment pour avoir quelque chose de très, très sexy, le plus joli possible. On veut vraiment que ce soit un objet que les gens utilisent avec plaisir, comme une belle voiture. Donc, on travaille à fond sur le design, sur l'encombrement, sur les matériaux, sur la couleur, le rendu, pour que ça soit vraiment attractif. Et Atalante vous a vraiment aidé. Impossible de le faire sans ça. Ah oui, on n'aurait jamais pu se passer de faire Atalante parce que, comme je vous ai dit, en 2015, on n'arrivait même pas à faire un pas. Voilà. Donc là, maintenant, avec Atalante, on est capable de monter, descendre des marches, monter des pentes, aller dans la rue, se lever de n'importe où, vivre sa vie dans un appartement. Et ça, on a prouvé qu'on était capable de faire ça avec Atalante. Et surtout, en fait, nous, notre difficulté, c'est toujours été de montrer à chaque étape qu'on avait avancé pour prouver aux investisseurs et aux parties prenantes. Aujourd'hui, on parle avec la ministre du Handicap, les autorités de santé, pour leur dire, OK, maintenant, voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà notre ambition, ça a toujours été la même, faire ce produit pour les particuliers, mais voilà ce qu'on est déjà capable de faire. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est pas du vent, on est déjà capable de faire ça. Regardez ce qu'on a fait en 10 ans, et voilà où on en sera dans 3 ans. Donnez-nous les moyens de le faire. Aujourd'hui, on va ouvrir un centre de marche à Paris, où les gens vont pouvoir venir marcher 1, 2 heures, 3 heures par semaine dans la machine. On a déjà des utilisateurs qui viennent marcher chez nous ici très régulièrement. Et ce qui est très plaisant, c'est que tous les utilisateurs qui viennent, ils veulent revenir toutes les semaines. Et quand ils ratent une séance, ils nous disent « Ah, je me suis pas senti bien cette semaine, il faut que je me fasse ma séance. » Parce que, évidemment, vous imaginez que vous êtes assis toute la journée, le corps, il aime pas ça. Et comme tout le monde, se lever, marcher, s'étirer les jambes... on fait un peu de boxe, on fait du tennis, du basket, on fait des trucs assez sympas. Mais la personne en fauteuil, elle a en plus besoin d'avoir en permanence un kiné pour des escarres, etc. C'est tout le temps, c'est à vie, non? Ah oui, les personnes en fauteuil, elles ont des séances de kiné régulières. Parce que ça fait pallier à ça, justement. On leur prescrit de se verticaliser 1 heure par jour. Parce que c'est bon la verticalité, sauf que pour une personne en fauteuil, ça implique d'avoir un verticulateur statique chez soi. Et concrètement, on se met debout dans des orthèses fixes, et puis on est 1 heure là, il faut s'occuper pendant 1 heure. Donc la plupart des gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils le font plus, ils le font au début. C'est quoi, c'est pour éviter les phlébites et tout ça? C'est parce que oui, la verticalité c'est bon pour le système sanguin, pour la digestion, pour plein de choses. Le corps, il est vraiment fait pour être debout. Pour étirer les tendons, les muscles, voilà. Et donc nous, encore une fois, on peut pas le prouver, mais le retour qu'on a de tous nos utilisateurs, c'est que ça leur fait énormément de bien, que ça soit sur leur digestion, sur leur ressenti, leur douleur. Il y a beaucoup de personnes paraplégiques qui ont des douleurs neurologiques, on le sait peu, mais en fait, le fait de plus avoir de signaux qui viennent du cerveau, le cerveau, il est perturbé, et donc il invente un signal, c'est comme du bruit blanc, c'est comme les acouphènes. Les acouphènes, en fait, on a perdu une bande de son
Et donc le cerveau, il va meubler cette bande de son où il n'a plus aucun signal par du bruit blanc, et c'est ça qu'on entend. J'en ai eu, moi, alors je peux te dire. Voilà. Et on l'entend quand on n'entend pas d'autres bruits, parce que justement, on n'a pas de signaux pour... Voilà, et c'est le soir souvent, moi aussi j'ai des acouphènes, et on les entend le soir. Et eux, ils ont pareil, c'est une douleur neurologique, c'est des signaux créés par le cerveau pour pallier l'absence de Mais c'est le membre fantôme ou pas? C'est ça, c'est le membre fantôme, et c'est des douleurs qui peuvent être très intenses. C'est comme, donc ce que me décrivent les personnes, c'est comme quand vous avez des fourmis et que votre bras il était endoloré, que vous ressentez ces fourmis, là ça vous fait parfois des douleurs, enfin moi ça me fait des douleurs très intenses quand ça revient, quand la sensation revient, et apparemment ça peut atteindre ce sentiment le même niveau qu'une intensité, qu'une brûlure très forte. Donc les gens ressentent ça, ils ressentent cette brûlure très forte en permanence, pour les gens qui ont des douleurs les plus importantes, mais c'est la majorité, pour lesquels ils sont obligés de prendre des médicaments. Il y a aussi la spasticité, c'est une contraction musculaire des muscles. Comme elles sont plus inhibées par le système central, le cerveau, les muscles s'autocontractent. Donc on pourrait croire que les jambes d'une personne paraplégique sont flasques, pas du tout, elles peuvent avoir de la spasticité, et donc des autocontractions des muscles. Et imaginez, c'est comme si vous aviez le muscle très contracté, très fort en permanence, ça fatigue le muscle, c'est pas bon pour le corps, ça s'appelle la spasticité, et c'est des personnes qui vont avoir des traitements pour la spasticité. Aujourd'hui, on fait l'injection de toxines botuliques, la même chose que pour l'esthétique, qu'on va injecter massivement dans les nerfs des jambes pour arrêter cette contraction, ce qui permet aussi aux gens de pouvoir bouger leurs jambes. Et il y a aussi des gros problèmes de digestion pour les personnes paraplégiques. Donc avec le fait d'être en fauteuil, ça crée des problèmes de digestion. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas conscience. Déjà, on se dit qu'être en fauteuil, c'est dur. Et en plus, il y a tous ces problèmes. Quand on apprend ça, moi je ne savais pas avant de démarrer dans ce champ, parce que ce n'est pas des problèmes qu'ont les membres de ma famille. On se dit que c'est vraiment très difficile, et de pouvoir apporter rien que ça, s'être rendu compte que juste faire marcher ces gens 1 heure par semaine, ça leur fait déjà un bien fou, comme quand nous on va 1 heure à la salle de sport pour se faire du bien. Là on est déjà capable d'apporter ce service, et on s'est dit on va le rendre possible pour le plus grand nombre. Donc on ouvre un centre de marche à Paris à la rentrée, pour que les gens puissent venir marcher 1 ou 2 heures par jour. Et pour l'instant, ça va être un modèle financé par les donations. Donc on fait appel aux entreprises, département RSE des entreprises, pour sponsoriser un créneau pour ces personnes. Donc voilà, on achète 1 ou 2 heures de marche, et puis quand on aura suffisamment d'entreprises, ça payera juste l'opération du centre. C'est pas pour faire de l'argent, mais juste pour payer cette opération. Et on espère ensuite que si ça fonctionne bien, le concept fonctionne bien, il sera généralisé avec les autorités de santé, parce que c'est un vrai bénéfice pour les personnes. Ça leur enlève la douleur. La douleur aujourd'hui, elle est traitée par le médicament, par la toxine botulique, par des antidouleurs. Et si en fait il suffit de marcher quelques heures par semaine pour avoir ce bienfait, on est hyper content déjà avec notre produit actuel, sans parler du produit personnel, d'offrir ce service. Voilà. Et on vient d'avoir l'approbation Medical Device Regulation, qui est donc le nouveau framework européen, qui était très très compliqué à avoir, qui nous autorise à déployer ces exosquelettes dans les centres de marche. Sur la version 2, donc Eve, quelles sont les contraintes principales? Alors la contrainte principale, c'est... Le poids? C'est pas vraiment le poids, c'est le dynamisme, parce qu'il faut être très dynamique. Moi, j'ai l'habitude de comparer Atalante comme une grand-mère, et là, Eve, on fait un petit jeune, parce que en fait, la rapidité avec laquelle on peut bouger les jambes, et donc l'inertie des jambes, qui est en gros la masse fois la distance au carré. Donc si vous mettez beaucoup de masse au bout du pied, quand vous allez lancer votre jambe, ça va être très dur d'accélérer la jambe et très dur de la freiner. Ça, c'est le cas sur Atalante. Aujourd'hui, sur Eve, on va avoir des inerties très faibles, c'est-à-dire un peu des jambes de gazelle. Comme nous, l'être humain, il y a très peu de masse en dessous du genou. La majorité de la masse est concentrée autour des fessiers, avec les fessiers. Il va d'où à où sur le corps? Il ira d'où à où? Il va jusqu'à peu près ici, au milieu de... Donc de la poitrine juste et en bas? Ouais, jusqu'en bas, jusqu'au pied. Jusqu'au pied, d'accord. C'est Atalante, mais en plus fin, en plus léger, en plus dynamique, en plus sexy et en moins cher, parce qu'on veut un produit grand public. Donc il ne va pas coûter 140 000 €. Donc on travaille énormément sur le coût des pièces. On a redesigné toutes les pièces pour qu'elles coûtent moins cher à produire, pour qu'elles soient plus simples à produire, qu'elles soient plus fiables dans le temps. Et pour avoir un prix de revient, donc on vise 15 000 € de prix de revient pour un exosquelette qui serait produit à 1000 exemplaires. Alors c'est une discussion que j'ai que j'ai eue avec Philippe Croison justement et Dorine Bourneton, que tu connais. Et déjà, équiper une voiture, elle m'explique,
Ils m'expliquent, tout est cher. Être handicapé aujourd'hui, il faut être riche, quoi. Tout est cher. Donc 15 000 euros, ça me semble pas déconnant. Bah nous, notre référentiel, c'est la voiture. Parce que qu'est-ce que les gens achètent qui coûte cher? Une voiture. Et donc c'est très simple. Si on coûte... il y a des gens qui peuvent se prêter une voiture qui vaut 10 000 euros, qui 15 000 euros. Il y en a moins qui quand peuvent... tu l'équipes pour un handicapé, une voiture... c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, ouais. Déjà, une voiture pour monsieur tout le monde, 20 000 euros, c'est déjà cher. À 30 000 euros, il y a encore moins de monde. Et voilà. Donc nous, c'est vraiment notre référentiel. On a ça en tête. Il faut avoir un prix, même si c'est pas in fine la personne qui va le payer de sa poche, parce que c'est l'État qui remboursera in fine. C'est déjà le cas en Allemagne et aux États-Unis, où les exosquelettes sont remboursés pour les particuliers, à hauteur de 70 000 euros. Nous, notre but, c'est que quand même le produit ne coûte pas cher, parce qu'in fine, c'est l'État qui va payer, et il aura. Et pourquoi pas des mutuelles? Et les mutuelles, bien sûr. L'État et les mutuelles. Déjà, le problème, c'est qu'à mon avis, les personnes complètement handicapées, elles sont à 100%. Donc la mutuelle ne rentre pas en jeu, en fait. Mais je pense qu'elles participeront aussi parce que pour les fauteuils roulants, si j'ai bien compris, il y a une part de la Sécu, il y a une part des maisons du handicap départementales, il y a une part des mutuelles. D'accord. Pour à la fin arriver à quasiment pas de reste à charge. Mais donc ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, et on a fait un voyage aux États-Unis la semaine dernière pour aller voir les Key Opinion Leaders, tous les vétérans américains de la guerre, donc il y a 75 000 personnes qui sont blessées médulaires à cause de... et anciens soldats américains. Et déjà, le département des vétérans affaires aux États-Unis, il a dit, pour mes 75 000 anciens combattants, je leur offre un exosquelette à 70 000 euros. Aujourd'hui, les seuls qui sont sur le marché, donc c'est notre compétiteur Rewalk, qui est le pionnier. Israélien, qui est le seul exosquelette... avec des béquilles. Avec des béquilles. Et donc, aujourd'hui, il est remboursé intégralement aux États-Unis. Et il est en train d'être remboursé intégralement aussi en Allemagne, pour quasiment 90% de la population. Si vous avez un accident du travail en Allemagne aujourd'hui et que vous êtes retrouvé en fauteuil, vous pouvez avoir un exosquelette qui est payé par la Sécu allemande. Donc, on arrive aujourd'hui... Les systèmes de santé se sont rendus compte qu'effectivement, un exosquelette, ça rend service. C'est bien que les gens puissent remarcher, donc ils vont payer. Et 70 000 euros, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher en santé. Voilà, donc c'est un peu la révolution dans notre secteur. Ça arrivait récemment et c'est grâce à Rewalk qu'on remercie. Ça fait 10 ans qu'ils ont leur produit et 10 ans qu'ils travaillent à obtenir des remboursements. Parce qu'en fait, en santé, tant qu'il n'y a pas de remboursement, il ne se passe rien. Et là, on a les remboursements qui commencent dans les deux plus gros marchés, donc l'Allemagne et les États-Unis. C'est ces deux gros marchés-là parce que Rewalk s'est concentré sur ouvrir ces deux marchés-là. Le Japon aussi est en train de commencer à rembourser parce qu'ils ont leur acteur national qui s'appelle Cyberdyne. Et en France, nous, on travaille aussi à obtenir ce remboursement. Voilà. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour notre industrie et puis pour les gens, in fine, parce qu'on va avoir ce remboursement. Et à la fois, on travaille aussi sur avoir le coût le plus faible possible parce que ça sera toujours plus sympa pour l'État d'avoir moins à rembourser. Si on revient sur le poids, tu m'as pas répondu sur le poids, à peu près. En fait, la question que je veux te poser, c'est est-ce que il porte la personne ou c'est la personne qui le porte, en fait? Alors, c'est l'exosquelette qui... En fait, il porte pas la personne. Parce que la personne... Imaginons, on est debout et tout à coup, on perd les muscles. On va s'effondrer. Les genoux vont se plier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des appuis devant les genoux. Donc, les genoux peuvent plus se plier parce qu'il y a un appui devant les genoux. Et ensuite, si on bloque devant les genoux, c'est les cuisses qui vont se plier. Et donc, on a mis un appui derrière les cuisses. Et ensuite, le dos va se plier. Donc, on a un appui derrière le dos. Mais en fait, la personne, elle est debout. C'est juste que nous, on a bloqué de manière intelligente son squelette pour que la personne reste debout, mais le poids passe à travers son squelette. Ça, c'est très important. Donc, on met en charge les muscles, on met en charge les os de la personne. Et nous, en fait, on fait que maintenir cette personne debout et lui fournir la force pour bloquer ses articulations. Mais on n'est pas en train de la porter. Il y aura toujours la télécommande. Il y aura toujours la télécommande. Après, on travaille sur des interfaces autres, par exemple la voix, pour pouvoir se passer des mains. Mais en fait, comme dans les fauteuils roulants aujourd'hui électriques, vous avez plein d'interfaces qui dépendent des pathologies des gens. Et donc, ce sera un peu des options. Chacun aura l'option qu'il préfère. Donc, la télécommande, la voix. Essaye de pas essayer d'utiliser Siri, parce que moi, j'ai du mal avec Siri. Hein. Voilà, donc tout le monde n'aime pas la commande vocale. Donc, voilà. Moi, j'ai du mal, ouais. Quelles pourraient être les limites si je te dis toilette, douche,
la nuit, la batterie, c'est quoi Alors, les limites on est déjà capable de s'asseoir sur des toilettes avec Atalante et encore plus avec Eve. C'est un des gros travaux qu'on a fait. La profondeur, les 6 cm dans le dos, ça fait qu'on peut s'asseoir sur les toilettes et on peut aller aux toilettes. C'est très important parce que c'est une des problématiques pour une personne en fauteuil quand elle veut aller chez quelqu'un, n'importe qui dans un appartement, c'est que les toilettes sont pas adaptées et donc si elle se retrouve à pas pouvoir aller aux toilettes, elle peut pas aller chez la personne. Donc en fait, c'est ça une des difficultés de Eve, c'est que pour que ça soit crédible, pour que ça soit utile pour la personne, il faut être capable de tout faire. Il faut être capable d'aller aux toilettes, il faut être capable d'aller dans une voiture. S'il y a il faut être capable de monter les marches, descendre les marches, donc etc. la douche, donc étanche. Pas la douche, ça. Mais ça doit pas être le plus compliqué, ça, de rendre étanche. Ah si, c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de moteurs, d'électricité. Ça serait possible, hein. On a bien rendu les téléphones étanches, mais c'est juste que ça va demander un niveau de complexité. Mais en tout cas, pour le produit, il faut vraiment être capable de faire tout, parce que la personne, s'il y a un seul des trucs qu'on peut pas faire, elle n'utilisera pas l'exosquelette. Ça sortira quand ? Eve sortira dans 3 ans. Comment vous financez ça ? Comment vous avez financé tout ça ? Alors, on est une entreprise, on a levé des fonds, beaucoup d'argent, 30 millions, non ? 28 millions à date. On a beaucoup de fonds qui nous soutiennent, donc LBO France, Idinvest, Xange, donc Ciparex, CMAG, BPI France. Donc on a beaucoup de gros, on est super contents. Ils ont pris un pari fou parce que ils se sont lancés alors qu'on n'avait pas grand-chose. On n'a toujours pas encore tout à fait tout, mais ils ont pris un sacré pari. Donc on les remercie de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et on a aussi beaucoup de subventions de l'État. On fait tous les appels à projets possibles pour aller chercher le maximum de financement. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille vraiment, et qui est vraiment l'étape très importante, c'est qu'on a vu qu'aux États-Unis, en Allemagne, ça commence à rembourser. Et notre travail, c'est d'obtenir aussi des remboursements en France, que ça soit pour l'aspect rééducation, rembourser l'exosquelette pour les séances de rééducation, et pour les particuliers quand le produit sera prêt. Et aussi rembourser les séances de marche dans les centres de soins pour vraiment rendre disponible notre innovation au plus grand nombre. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap en France. La France consacre beaucoup d'argent au handicap. C'est pas souvent connu, mais 40 milliards d'euros, c'est le budget du handicap par an en France. C'est énorme. C'est plus que le budget de la défense, c'est plus que le budget de la recherche en France. Donc pour se dire à quel point on est engagé dans cette problématique, c'est bien, parce que je pense qu'en France, on est tous d'accord pour dire que on n'a pas envie qu'une personne en situation de handicap se retrouve sans argent, sans de quoi se nourrir ou se loger, avoir une vie décente parce qu'elle est en situation de handicap. Donc c'est un choix collectif dont je suis fier parce que c'est un beau. C'est pas le cas dans tous les pays, hein. Vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, qui sont dans la rue, dans une situation très précaire. Et donc ces 40 milliards d'euros, on investit massivement, on dépense massivement, et pour moi, il faudrait aussi investir massivement parce que ces populations-là, il y a plein de technologies qu'on peut leur offrir, des produits qu'on peut leur offrir, des services qu'on peut leur rendre. Et je pense que c'est aussi, malheureusement, c'est l'État qui dépense ces 40 milliards d'euros, donc c'est un peu notre seul client possible. Et donc, et consacrer une partie de ces 40 milliards d'euros à financer l'innovation dans ce secteur, pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux services. Il y a plein d'idées, il y a plein de technologies qu'on peut mettre au service des gens qui ont des situations particulières. Et donc voilà, je pense que c'est bien. On parle beaucoup de la BARDA et de la DARPA aux États-Unis. C'est des modèles qui financent de l'innovation en avant-phase, avant qu'on ait vraiment un besoin, avant qu'on ait vraiment des clients. Et je pense qu'il faudrait un peu la même initiative en France et en Europe. Quand tu vois tout ton parcours depuis cette idée d'étudiant, est-ce que ça s'est passé comme prévu ? C'était plus compliqué ou plus simple ? À la fois, je ne m'imaginais pas du tout qu'on y arrive. Et à la fois, j'étais persuadé qu'on allait y arriver. Donc, c'est vraiment ambigu. J'avais l'intime conviction qu'on pouvait le faire. Et à la fois, on a tellement fait il y a eu tellement de miracles entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Tellement de gens exceptionnels qui ont inventé des trucs qui n'étaient pas prévisibles et qui nous ont permis d'être là où on est. C'est une sacrée aventure humainement. Moi, j'adore. Je suis avec des gens qui sont très très bons, avec qui j'adore travailler. On est les meilleurs au monde dans les exosquelettes. On peut être fier, c'est fait en France avec les meilleurs ingénieurs et les meilleurs employés pour faire ça. On peut être fier de développer cette innovation en France. Clairement, il y a ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est nos qualités de notre système d'enseignement, mais même des par mathématiques. Rapport à des boîtes comme, alors on a parlé de Rewalk, mais par rapport à des boîtes comme Exo
Ou Argo, c'est pas les mêmes produits? Ils sont à des années-lumière de nous. Parce que pour faire ce qu'on fait, il faudrait qu'ils refassent complètement leur plateforme et qu'ils fassent les algorithmes. Concrètement, ils n'ont pas d'algorithme de stabilité, ils gèrent pas l'équilibre. Donc il faut qu'ils réinventent tout ce qu'on a fait. C'est possible, hein, évidemment, avec beaucoup d'argent, tout est possible. Mais ça demande beaucoup de recruter des gens très très compétents, qui comprennent la complexité des scientifiques et mathématiques derrière, avoir les bons partenariats. En gros, on connaît à peu près tous les gens qui sont capables de le faire sur Terre. On travaille avec la moitié de ceux-là et on surveille l'autre moitié. Et je pense que personne s'est lancé dans un truc aussi fou que ce qu'on a visé de faire. Et à la fois, moi j'ai toujours quelqu'un qui était très lent dans ma scolarité. J'ai toujours eu le problème d'être trop lent. Et je me suis dit, si je fais quelque chose de très très ambitieux, j'aurai beaucoup de temps pour le faire parce que les gens me rattraperont pas. Donc si j'y arrive, c'est sûr que j'aurai de l'avance. Donc voilà, on a vraiment fait quelque chose, on est vraiment parti bille en tête sur quelque chose de très compliqué et on approche de ce but. On n'y est pas encore, mais on y approche. Et on a vraiment beaucoup d'avance sur la concurrence. Et pour donner un peu de contexte, la semaine dernière, on est allé aux États-Unis, on a rencontré les 5 experts mondiaux d'exosquelettes parce que là-bas, ils ont Reebok et Exo. Ils ont le département des vétérans à affaires américains, donc les blessés de guerre américains, qui ont mis $40 millions pour faire un essai géant avec plus de 160 exosquelettes qui ont été fournis à des blessés de guerre, blessés médulaires, qui ont fait un essai géant qui a duré 5 ans. Donc là-bas, ils rigolent pas, ils mettent les moyens pour faire les essais. Et la personne qui a coordonné cet essai, elle a dit, quand je vois votre exosquelette, je veux qu'il soit ici, je veux qu'il soit au service de mes patients, donc les blessés de guerre. Je veux que vous y arrivez, je veux que vous soyez successful. Parce que votre truc, moi je connais tous les exosquelettes et votre truc c'est exceptionnel et il y a rien qui arrive à ce niveau. Ceux que tu as vendus aujourd'hui, ils sont fabriqués ici, on est d'accord? Ouais. Si demain tu as visité l'atelier tout à l'heure. Et si tu vends demain 140 squelettes, comment tu fais? On y réfléchit. Déjà, on va industrialiser la technologie parce qu'aujourd'hui, on le produit un peu comme si on produit des avions de chasse. C'est-à-dire qu'on usine des pièces dans la masse. C'est fait quasiment à l'unité. On prend des blocs de matière, on les découpe à la fraise. Demain, si on doit en produire 100 d'un coup, on va faire des moules et faire de l'injection. Et là, on passe dans des technologies d'industrie. Et on aura sûrement un partenaire français d'assemblage qui fera l'assemblage. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on commande. On a beaucoup de fournisseurs français qui nous font des pièces sur plan. Et on réceptionne tout et on assemble tout. Nous, la seule étape qu'on fait ici, c'est l'assemblage. Mais vous avez eu affaire à des fournisseurs, je sais pas moi, d'aviation, par exemple, ou des trucs grand public, par exemple? Concrètement, les modules qui contrôlent les moteurs, c'est des modules qui peuvent être dans les drones, par exemple. C'est des modules qui viennent d'Israël. L'électronique embarquée, on a beaucoup de trucs qui sont aussi qui viennent de l'automobile. On a des moteurs électriques qui sont beaucoup utilisés, par exemple, pour les vélos électriques. On a réutilisé beaucoup de briques qui viennent d'industries comme ça et qui ont des coûts aujourd'hui faibles parce que c'est utilisé à grande échelle dans d'autres industries. Les batteries, par exemple, des batteries, les cellules de batterie, ça vaut aujourd'hui bien moins cher parce qu'il y a l'automobile qui est passé par là. On va intégrer un lidar dans notre exosquelette personnel. Aujourd'hui, un lidar, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça valait 50 000 €. Aujourd'hui, vous avez un lidar dans le dernier iPhone et ça vaut $10. Et vous êtes capable de mapper l'environnement, c'est-à-dire avoir une carte 3D de l'environnement. Surtout sur les S15, la dernière version, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un scanner 3D, c'est ça. Ça va nous servir concrètement parce que nous, on a besoin de savoir quand on s'assoit s'il y a un siège derrière la personne pour pas s'asseoir dans le vide et pas tomber. Et avec cette technologie qui n'était pas disponible il y a un an, on est capable pour 10 ou $15 d'avoir quelque chose qui va nous dire, voilà, il y a une siège qui fait 30 cm de hauteur, qui est située 3 mètres derrière, il y a une marche 2 mètres plus loin qu'il va falloir franchir, qui fait 20 cm de haut. Et tout ça, c'est d'informations dont on va avoir besoin pour naviguer dans l'environnement urbain. Et ça, c'est possible juste parce qu'aujourd'hui, la technologie arrive dans les iPhones. Une fois que c'est dans les téléphones, ça peut pas être dans un truc produit à plus grande échelle, et donc le coût, il est incroyablement réduit. Mais par contre, sur le nouveau squelette, tu es obligé vraiment d'avoir des contraintes de poids, c'est-à-dire que tu dois changer un peu les matériaux. Tu vas sur du carbone ou de l'alu par rapport à... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment optimisé la forme des pièces et la façon dont disposent les différents actionneurs pour avoir la meilleure rigidité massique, c'est-à-dire la meilleure rigidité pour le poids le plus faible possible. Et là, on arrive un peu dans les problématiques de l'automobile. Évidemment, par exemple, une voiture, pour qu'elle soit la plus performante possible, il faut qu'elle soit la plus légère possible. Et à la fois, il faut que ça soit rigide.
Or, quand on enlève de la matière, on perd de la rigidité. Donc, ce qui est malin, en fait, par exemple, si vous voulez résister à la flexion, vous faites quelque chose qui est creux au centre avec la matière le plus loin possible du centre. Et là, vous avez une bonne rigidité pour très peu de masse. Ou une poutre. L'exemple le plus simple, c'est une poutre. On éloigne la matière du centre pour que ça résiste à la flexion. L'IPN, tu veux dire? Voilà, exactement. Okay. Et donc, nous, on a les mêmes principes. On a optimisé là où on mettait la masse pour avoir la plus grande rigidité possible, donc pour pas que la structure se déforme sous le poids de la personne quand on lève la jambe, tout en étant le moins de masse possible. Donc c'est vraiment un travail d'itération, on a beaucoup travaillé dessus pour optimiser cette plateforme. Et à terme, une version 3, ça pourrait être quoi? L'industrie ou pas? Je sais pas, moi je vois des squelettes qui peuvent aider. Pour moi, la version 3, c'est une version personnelle encore meilleure, où plus on a de volume, c'est ça la magie de l'industrie, plus on a de volume, plus on peut investir. Donc plus vous resterez sur le handicap? Plus on peut... je vais te donner un chiffre. Il y a 75 000 vétérans aux États-Unis. 75 000 fois 70 000 euros d'exosquelette, ça fait 5 milliards. Donc ça suffit, quoi. Et ce n'est que les blessés de guerre américains. Il y a plus de 1 million de personnes directement accessibles pour nous en cible, et plus de 30 millions de personnes avec des problèmes de mobilité dans le monde. Si on calcule 30 millions fois ne serait-ce que 30 000 euros, c'est des montants énormes, et donc c'est un marché énorme, et je pense que ce sera pendant longtemps le marché auquel on vivra. Et c'est ça la magie un peu de la santé, c'est que en fait les chiffres en santé, ils sont énormes. Le budget de la santé français, c'est 240 milliards d'euros par an. Quand on regarde les chiffres d'affaires de tous les géants de la santé, c'est en milliards d'euros, enfin en dizaines et en centaines de milliards d'euros. Et quand ils font des rachats, c'est des rachats à 50 milliards d'euros. On parle beaucoup de la tech, de Google, etc. Mais l'industrie de la santé, elle n'est pas en reste quand il s'agit de méga fusions, de méga rachats, etc. C'est vraiment des enjeux. On n'a pas idée, on parle beaucoup de la tech, les géants de la tech, mais on n'a pas idée que la santé, c'est des géants aussi, avec des chiffres monumentaux derrière, des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, des valorisations aussi en centaines de milliards, des rachats de start-up qui valent des dizaines de milliards. Parce que l'enjeu derrière, il est énorme. Tout le monde a conscience aujourd'hui avec la crise de Covid que la santé, c'est crucial pour l'économie. C'est une grosse part de l'économie, et ça sera de plus en plus important dans l'économie. Et plus ça va aller, qu'est-ce qui a de la valeur? La santé, bien sûr que la première priorité des gens, c'est d'avoir une bonne santé. On est dans un pays où on garantit la bonne santé à tout le monde, c'est génial. C'est pas le cas de tous les pays, et c'est un super choix de société. Et ça va aller de plus en plus. Il y a des super innovations à faire en santé, et voilà. On va passer aux questions perso. Tu as une journée type, une semaine type. Alors tu m'as dit que tu vivais en Normandie. Alors j'ai déménagé récemment en Normandie, Pourquoi? suite du Covid. Parce que le confinement s'est pas très bien passé, le télétravail enfermé dans un appartement, voilà. On avait une maison secondaire à la campagne, on allait faire le premier confinement à la campagne, on avait passé une super période. En revenant, on a un peu perdu ça, et donc on s'est dit voilà, on s'organise autrement. Le calme. Moi j'ai grandi à la campagne, donc vraiment j'ai des enfants de 4 et 7 ans, et je suis content qu'ils aient un jardin. Et ta femme bosse? Ouais, elle bosse. Elle a pu réussir à... Elle bosse en télétravail, et puis elle va quelques jours par semaine à Paris, et moi je fais pareil. D'accord. Donc tu as des journées type ou... Alors ma journée type quand je viens ici, c'est parler aux gens. Moi ce que j'adore, c'est aller dans la salle d'essai, et puis de voir ce que font les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils testent comme nouvel algorithme, comme nouveaux matériaux, aller au bureau des gens pour voir la dernière innovation qu'ils ont fait. Je suis vraiment... quelqu'un qui est porté par le talent des autres, et on a des gens, j'ai la chance d'avoir des gens très très talentueux avec moi, et donc c'est vraiment un peu je vais découvrir les dernières merveilles qu'ils ont fait, et voilà, c'est vraiment un plaisir de comprendre toute cette complexité, tout ce qu'on est en train de développer, quelles sont les difficultés, à quoi on va arriver, sur lequel il va falloir mettre plus de moyens. Voilà, vraiment comprendre. Sinon, vous êtes 3 associés, c'est ça? Tout à fait. Alors, quels sont les rôles? Ouais, donc moi je suis président du board, et je dirige le département commande depuis récemment. Avant, je m'occupais plutôt de l'électronique, l'informatique, et puis de Eve, donc le nouveau produit. Mon associé de toujours, Mathieu, donc, que j'ai fait rentrer 1 an après la création de la boîte, pour remplacer un associé qui partait, que je connais depuis le lycée, que j'ai rencontré en seconde, et on a été à l'X tous les deux. Donc c'est quelqu'un à qui j'ai extrêmement confiance, et donc j'ai confié en 2017 la direction de l'entreprise. Oui. À Mathieu le CEO. À Mathieu le CEO, ouais,
qui est maintenant CEO. J'étais CEO jusqu'en 2017 et puis c'est Mathieu qui a pris le relais depuis 2017. Et puis le troisième associé, c'est Jean-Louis Constanza, donc qui m'aide depuis 2012 à développer notre boîte, qui nous a permis de faire notre premier levée de fonds en nous présentant Xavier Niel à l'époque, qui avait mis 300 000 euros sur un mail d'introduction de Jean-Louis en 6 minutes top chrono. Il a lu la presse, il a dit OK, j'investis, et c'est notre premier investisseur, c'est grâce à lui qu'on s'est lancé. Moi, c'est marrant ça. Tu envoies un mail à Xavier Niel, vous lui demandez avec une somme ou même pas? On lui dit qu'on fait un tour de 600 000 euros. 6 minutes après, top chrono, on reçoit un mail qui dit, il avait lu toute la presse, il dit OK, moi je veux bien mettre la moitié, 300 000 euros. On se voit au closing. Bonne chance pour trouver les 300 000 autres. Alors tu sais que Xavier Niel, c'est un peu l'invisible des... Je racontais ça, je l'ai raconté à personne d'ailleurs. C'est un peu l'invisible des médias, tu sais, il est assez discret quand même. Et un jour, je le contacte, j'ai son mail, j'arrive à trouver son mail, je le contacte pour passer dans le podcast, tu sais. Je sais pas, 10 minutes après, il répond merci pour l'invitation, mais je la décline. Et je lui réponds derrière, vous êtes à la hauteur de votre réputation. 1, vous ne faites pas d'interview. Et 2, vous répondez toujours à tous les mails. Et je crois qu'il m'a répondu derrière. Évidemment, je suis constant, quelque chose comme ça. Et voilà. Mais c'est marrant quand même. C'est vrai que c'est impressionnant. Il répond effectivement à tous ses mails. Pas forcément positivement, évidemment. C'est pas grave, mais par contre, c'était très courtois. Et je pense que c'est impressionnant le nombre de boîtes qu'il a financées, qu'il a lancées. C'est vraiment lui qui a vraiment participé au développement de l'écosystème français. Ah oui. De manière incroyable. Et on avait vraiment besoin de cette figure qui a vraiment lancé les choses, qui a donné sa chance à beaucoup de gens. Bon, alors de ce que j'ai compris, son portefeuille est rentable, donc c'était un investissement rentable, et tant mieux pour lui. Et ça veut dire que les gens ont du talent, et sur le nombre, voilà, ça a réussi. Et c'est vraiment, c'était, je pense, quand on s'est lancé en 2012, moi je me souviens très bien, en 2008, quand je suis rentré à l'école, tout le monde voulait faire de la finance, du conseil. J'ai fait mon stage au BCG en conseil en stratégie. 2008 est passé par là, on sort en 2012 de promo, plus une boîte veut recruter. Je me rappelle, j'avais des copains qui voulaient rêver d'aller travailler chez Total. Ça paraît aberrant aujourd'hui, mais qui rêvaient d'aller travailler chez Total, donc des polytechniciens qui se pointent chez Total comme un repère de polytechniciens. Et ben il n'y avait pas de place pour embaucher des jeunes. Ça paraît quand même aberrant. Et c'était la situation de sortie de crise. Et donc, c'était la période idéale pour monter des boîtes, parce que de toute façon, on créait son propre boulot. Et c'était l'écosystème français à l'époque, en 2012, il était naissant. Et depuis aujourd'hui, de voir où on en est aujourd'hui, ça fait hyper plaisir. J'ai beaucoup de camarades de promo qui étaient à l'X et qui rêvaient que d'une chose, après avoir passé toute leur vie à Paris, c'est d'aller à Stanford, en Californie. C'est souvent les meilleurs, et ils prenaient les meilleurs de la promo pour y aller. Et je suis content de voir que 10 ans après, ils sont revenus et ils sont arrivés dans un écosystème où, en fait, c'est là que se passent les choses. C'est à Paris aujourd'hui qu'il y a énormément d'innovation, et on n'a pas à rougir de la comparaison avec la Silicon Valley. Alors, c'est des sujets vraiment réguliers qu'on aborde. En termes de start-up, oui. En termes de recherche, en termes de... Ça dépend ce que tu veux faire. Quand tu sors de l'X, par exemple, ou d'une école d'ingénieur, je vois mon fils, par exemple, il a fait Epitech. Là, il rentre à Yale pour terminer un master. Je pense qu'il y a une grande chance pour qu'il reste là-bas. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a envie de rester là-bas. Et puis, il va sortir ingénieur ici à peut-être un bon salaire, 3-4 000 euros peut-être. Mais si tu rentres ingénieur dans la Silicon Valley, dans une grosse boîte, c'est 100 000. Ah, c'est sûr. Voilà. Ça dépend ce que tu recherches. Mais c'est aussi ça qui les dessert, parce qu'aujourd'hui, on veut monter une petite boîte aux États-Unis pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait. Ils n'auraient pas levé 28 millions, ils auraient levé peut-être 100 ou 150 pour faire la même chose, parce qu'ils payent des gens 3 ou 4 fois plus cher. Le logement là-bas, c'est beaucoup plus cher. Et au final, le succès des géants fait que tout coûte très cher. Et c'est très dur d'être compétitif. Bon, ça devient un peu le cas aujourd'hui à Paris, parce que justement, l'écosystème faisant que tous les talents, ils sont très demandés, les salaires augmentent. Le coût de la vie est extrême, il n'est pas aussi cher qu'en Californie, mais il commence à être très élevé. Mais on voit aussi beaucoup l'écosystème nantais, lillois, enfin beaucoup d'autres écosystèmes qui se développent, parce que justement... Bordeaux, Montpellier, c'est vrai. On peut avoir des coûts de la vie beaucoup plus abordables, avec des salaires qui sont beaucoup moins élevés, mais du coup avoir une qualité de vie plus importante. Donc, Allez, question-réponse. Ta plus grande fierté ?
Ma plus grande fierté, c'est d'avoir convaincu les gens de me rejoindre pour faire ce projet, des gens que j'admire énormément et que j'ai réussi à intéresser par ma vision. Et voilà. À aucun moment au début, on t'a dit c'est impossible. Si, tout le temps. Tout le temps, d'accord. Tout le temps. Le CEA, qui travaillait sur les exosquelettes depuis des années, la robotique depuis des années. Le CEA de CERN? Le CEA de Saclay notamment. Je me souviens d'un des dirigeants du CEA qui disait mais vous y arriverez jamais parce que ça faisait des dizaines d'années qu'ils travaillaient là-dessus et qu'ils ont dépensé des dizaines de millions. Ouais, mais ça me donnait, je sais pas, ça me donnait encore plus envie de prouver que j'avais raison. Ton talent principal? Ma capacité à m'enthousiasmer et à croire, à être optimiste et à croire qu'on va y arriver et à motiver des gens autour de moi encore plus talentueux que moi pour faire les choses que je peux pas faire. Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai fait un burn-out en 2017. Ah bon? Ouais. C'était assez dur de me rendre compte que je suis descendu vraiment très très bas. J'ai dû passer la présidence à Mathieu, c'est à ce moment-là que j'ai pris du recul. Et de me dire que... Tu l'as senti venir? Non. Non, et surtout ça a eu de l'impact sur ma vie de famille et ça c'est quelque chose qui est assez dur pour en tant qu'entrepreneur et je pense que j'ai pas mal de copains entrepreneurs et je suis pas le seul dans ce cas-là. D'ailleurs, je me rappelle très bien quand je l'avais annoncé à un de mes investisseurs, j'étais très nerveux de on venait de lever des fonds et j'avais gardé la façade pendant la levée de fonds et quand j'avais closé les 13 millions, j'étais parti en burn-out. J'avais dit à un investisseur, j'ai fait un burn-out, je vais devoir prendre du recul quelques mois pour me remettre sur pied. Il m'avait dit, tu sais, tu seras pas le premier, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important d'en parler parce que en tant que patron, il faut toujours avoir l'air en forme, motivé auprès de ses investisseurs, auprès de ses employés. Et au final, on a très peu de gens pour qui dire vraiment comment on se ressent. C'est pour ça que moi, j'ai des groupes de copains entrepreneurs et on parle beaucoup pour parler justement de trucs qu'on peut pas parler avec les autres. Et donc je suis fier de parler de cette expérience parce que je pense que ça arrive à beaucoup de monde et j'en ai beaucoup parlé au cours de mes 10 ans et j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté. Tiens, tu pourrais, ça va pas trop en ce moment, comment t'as fait toi, comment t'as parlé à tes investisseurs, comment tout là. Et j'avais lu des trucs sur la Silicon Valley où c'était encore pire parce que là il faut vraiment garder l'apparence et les investisseurs sont très très durs et des entrepreneurs qui du jour au lendemain on comprenait pas, ils avaient l'air parfaitement bien dans leur vie et ils se suicidaient. Et en fait, on découvrait en creusant que c'était super dur, que ça allait pas du tout et tout ça. Donc, je pense que c'est important de parler de la difficulté. C'est une des difficultés d'être entrepreneur, c'est les hauts, les bas. C'est très fatigant nerveusement. Ça peut avoir l'impact quand on atteint le niveau de dépression. Ça peut avoir l'impact sur la vie de famille. Mais c'est parti comme c'est venu? Ah non, j'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Je me suis arrêté pendant 4 mois. Je suis allé marcher, je suis allé monter l'Annapurna. Ah oui? Au Népal pendant 2 semaines. Ça m'a fait vachement de bien. J'ai d'ailleurs rencontré en marchant dans mon groupe un autre polytechnicien qui avait 4 ans de plus que moi, qui avait fait un burn-out quelques années auparavant. Donc on a beaucoup parler de ça. Et puis après, quand je suis revenu dans la boîte, j'ai changé la façon dont mes responsabilités, la façon dont j'abordais les choses. J'ai gardé ce que j'aimais bien, j'ai supprimé ce que j'aimais moins bien. Et le Nicolas d'avant n'est plus le même que le Nicolas d'aujourd'hui? J'ai beaucoup plus d'expérience sur... Je parle à travers l'interface du burn-out. Hein. Ouais, sur qu'est-ce qui est important, comment on manage son moral, son bien-être. En fait, j'avais jamais... C'est bête à dire, mais c'était la première fois que je touchais mes limites. Je suis quelqu'un qui a toujours eu des très bonnes notes à l'école, qui a été en prépa. Quand j'ai voulu avoir l'X, j'ai eu l'X. Quand j'ai voulu monter ma boîte, j'ai monté ma boîte. Ça a marché. J'ai levé... Donc voilà. Tout ce que tu touchais se transformait en or. Voilà, sauf qu'un jour, j'ai découvert ma limite. J'ai franchi ma limite. Et... C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je l'aborde dans un épisode avec quelqu'un qui s'appelle Ludovic de Gromard, qui a monté une boîte qui s'appelle Chance.co. Et justement, lui, c'est vraiment un passage dans sa vie, ce burn-out. Il l'a pas senti venir, mais ça l'a métamorphosé. Et il le regrette pas, en fait. Il le regrette pas parce que il est passé par une vie de dingue à une vie où
alors il a un peu bossé, il a un peu perdu en productivité, mais il a une vie quand même. Parce que effectivement, tu disais tout à l'heure, l'entrepreneur, les difficultés, il y a plein de difficultés. Et puis là, on parle là, en face de moi, toi, donc un entrepreneur quand même successful, pardon, je vais le redire, successful. Tu as quand même plein de gens qui donnent énormément d'énergie, énormément de travail, énormément d'heures pour se planter quand même. Et en fait, ça l'a changé. Si tu avais pu réécrire l'histoire, tu aurais levé le pied pour l'éviter. Ah, moi, j'ai aucun regret parce que de toute façon, je pense que j'aime là où je suis aujourd'hui et je pense qu'il faut pas changer un truc parce que peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Si donc c'est ton histoire d'avoir ça, quoi. Voilà, exactement. Après, maintenant, je sais comment éviter. Enfin, en tout cas, j'essaye activement d'apprendre à ne pas me retrouver dans la même situation. C'est dur parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de la personnalité d'un certain nombre de gens. Je suis quelqu'un qui est assez obsessif, qui peut avoir quand il pense à quelque chose, il pensait beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui vit les choses à fond. Quand il y a une bonne nouvelle, ça me porte. Quand il y a une mauvaise nouvelle, je suis au fond du trou. Donc voilà. Par contre, ça contredit ce que tu disais tout à l'heure. Ta capacité un peu optimiste à t'enthousiasmer, tu disais ta plus grande fierté. Si tu mentalises le problème, c'est-à-dire que si tu dis à un moment, quand tu dois prendre une décision, tu dois donc envisager. L'optimiste va se lancer à corps perdu dans cette décision, et puis c'est pas grave, il va y arriver parce qu'il est optimiste. Le pessimiste ou le réaliste va envisager comme un jeu d'échecs toutes les possibilités, peut-être va même se focaliser sur les mauvaises, et ça va il va devenir obsessionnel sur ces mauvaises-là. C'est peut-être un peu mon cas d'ailleurs, parce que moi je suis quelqu'un d'assez... j'ai toujours peur de me tromper, en fait. Ça va... Moi, clairement, je suis quelqu'un qui envisage toutes les possibilités, dont les plus négatives, qui a des scénarios pour toutes les possibilités négatives, et donc c'est ça. Enfin, je suis plutôt risque averse, bizarrement. Parce que pour me rassurer de tous ces risques, je me construis des scénarios qui me permettent de me rassurer en me disant s'il se passe ça, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup avoir beaucoup d'informations et me dire ok, je pense que ça va se passer comme ça, et si ça se passe comme ça, je suis content parce que mon modèle fonctionne. Donc mon modèle, la compréhension du monde que je m'étais construit me disait que on pouvait faire cette boîte et ça pouvait réussir. Voilà. C'est dans ce sens-là où je suis optimiste, c'est que j'ai confiance dans mon instinct, on va dire. Tu connais Jean-Charles Samuelian d'Alan? Non? Si tu lui ressembles, ça me rappelle... Enfin, tu connais Alan? Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve... les gens qui s'apitoient sur leur sort alors qu'ils ont plein de choses pour eux et que il y a d'autres gens qui n'ont pas la chance d'avoir ces choses et qui gardent le moral et qui donnent une leçon de vie à beaucoup de gens. Voilà, moi j'ai la chance de vivre avec des gens comme ça qui ont plein de difficultés dans la vie et qui gardent le sourire à la pêche, etc. Ce qui me rend vraiment admiratif. Et puis, voilà. L'exemple, c'est Dorine Borneton. Ouais, exactement. C'est quelqu'un de très, très inspirant de voir cette énergie, malgré les difficultés, toute son histoire personnelle. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens avec mon travail dans cette situation qui sont des gens hyper incroyables. Et voilà. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie, 2-3 photos, 2-3 flashs de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? 2-3 photos, quel moment? Quand je me suis lancé en octobre 2012, mes 2 associés étaient en train de finir leurs études. J'étais tout seul dans un bureau à Centrale et j'allais le matin au bureau et je me fermais la porte du bureau et je savais pas trop quoi faire. Je me disais ça y est, là j'y suis. Franchement, il faut du courage pour tenir et pour y croire. Et puis quelques mois après, j'ai rencontré Jean-Louis, donc ça m'a boosté. J'ai raconté le premier pas qu'on a fait avec Françoise. Super émouvant. Et puis la première fois qu'on a réussi à faire marcher le robot, c'était un robot simplifié. On avait enlevé plein de trucs parce qu'on n'arrivait pas à faire marcher le vrai robot. On avait moins de degrés de liberté. On avait fait un robot qui marchait que sur plan, sur un tapis roulant. Et la première fois on a fait marcher, c'est pas moi, c'est un ingénieur hyper talentueux qui travaillait pour nous à l'époque, qui l'a fait marcher. J'étais hyper admiratif parce que c'était pas moi, mais j'avais convaincu quelqu'un de génial de faire ça et il était arrivé.
quelques questions encore. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? Allez, on va faire différemment. Tu as réussi, tu as coché toutes tes cases, tu as sorti tous les robots que tu voulais, tu as un fonds américain qui arrive, il te donne 2 milliards, il te dit tu t'en vas, donc tu te retrouves et il faut aller bosser dans une boîte. On te dit à une condition, c'est que tu vas bosser dans quelle boîte tu aurais aimé bosser? Dans une boîte qui travaille sur la bioinformatique, sur comprendre comment interagissent les molécules avec les autres molécules, comment on simule ça informatiquement, comment on résout ce problème. Je pense que c'est un problème hyper complexe qui me passionne. Je sais pas Donc dans la biotech. Ouais, dans la biotech. Ouais. Et je trouve ça passionnant et ça peut avoir, évidemment, ça peut avoir des impacts massifs sur la vie des gens si on trouve des traitements. On est vraiment au début de cette révolution. Je pense que c'est vraiment une révolution qui est à venir où on va débloquer la compréhension du vivant et vraiment faire des merveilles dans ce champ. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? Non, tech, ouais. pro, tech, personnage historique, peu importe. C'est un copain, Xavier Duporté. Je suis hyper admiratif et voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'inspire énormément. Il a fait une biotech qui s'appelle Eligo Bioscience qui cartonne et c'est aussi quelqu'un qui est hyper connu dans le milieu qui Alors ça me dit quelque chose. a Qu'est-ce qu'il monté fait? Hello Tomorrow. Qu'est-ce que c'est Eligo? Eligo Bioscience, c'est, alors si je comprends bien, c'est l'étude du microbiome, donc tous les micro-organismes qui sont les bactéries qui vivent dans notre corps et qui peuvent être source de maladies, puisque en gros, il y a à peu près 50% des cellules du corps humain qui sont des cellules de bactéries qui ne... Je suis persuadé d'avoir vu, quand je travaillais sur justement le cerveau. Il n'a pas travaillé sur le cerveau? Peut-être. Je crois qu'il y a beaucoup la flore intestinale dans le microbiote, justement. Et lui, il travaille sur des outils génétiques pour aller cibler spécifiquement certains microbes. Alors, c'est exactement ça. Quand je travaillais sur Bertrand Duplat roboté, donc dans mes recherches pour préparer l'épisode, j'ai vu donc cette boîte-là où effectivement, avec des bactéries, il va aller décharger la bonne molécule pour pouvoir soigner au bon endroit. En fait, à mon avis, c'est ça. Ça doit être lui. Je suis presque sûr. Je le retrouverai. Du hobby, des sports? J'aime beaucoup... J'écoute beaucoup BFM, j'aime beaucoup l'économie. Je lis beaucoup The Economist, toute l'économie mondiale. C'est un des champs avec la bio et la physique que j'aime bien, l'économie. Mais c'est un hobby, ça? Ouais, franchement, lire les échos, écouter BFM et lire The Economist toutes les semaines, ça prend du temps. Un bouquin sur ta table de chevet? Malheureusement, je lis plus trop. Je lisais beaucoup plus jeune, mais je lis beaucoup de journaux, mais je lis plus de livres. J'essaie de lire Zola en ce moment. Ah, ça fait 2 fois qu'on en parle. Un retour. Ouais. Et je lis Le Ventre de Paris. Ok. Film ou série? Série. La dernière? J'aime bien les mangas, je regarde One Piece. Ouais, je connais pas, là tu me colles les mangas. Alors c'est un très vieux manga, il a 20 ans, il y a plus de 1000 épisodes. Ah oui? Donc ça fait 20 ans que je regarde. Ouais. Déjà, moi, 30 ans, je crois qu'il a 30 ans, je sais plus. Enfin, c'est démentiel. Déjà, quand tu te refais des Friends, par exemple, avec 9 saisons, il faut y aller quand même, ça prend quelques mois. Hein. Ah, bah là, pour refaire tous les One Piece, ça prend du temps. Ouais. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Eh bah, Xavier Duporté, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui fait des choses exceptionnelles. Tu peux me faire l'intro? Bien sûr. Et je te pose donc la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Quelle est ta combinaison, Nicolas? L'équipe. Pour moi, c'est vraiment les gens autour de moi. Mes collègues. Les gens que j'ai réussi à... Tu es arrivé là où tu es grâce à tes collègues? Ouais. D'accord. Écoute, on a fait le tour. C'était super. Merci de m'avoir fait visiter ton atelier. Enfin, ton atelier, c'est comment on appelle ça, un atelier? Si, un atelier de production. Ouais. Ton atelier, je me suis régalé et vraiment, que ça soit... Enfin, ce sur quoi vous travaillez, je suis pas dedans, mais j'en suis fier. Voilà. Ah, merci beaucoup. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est La Combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur.
Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.